Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité qui vient 3 fois par mois vous faire un petit peu le topo sur ce qui s'est passé d'excitant et de sympathique dans le monde de la bande dessinée américaine et de ses adaptations. Vous êtes sur First Print en compagnie d'Arnaud Kikou et de Corentin. Yeah. Ça va très bien? Yeah. Eh bien, c'est parfait. Yeah. Nous allons commencer tout de suite, voilà, après cette intro qui est la première intro qu'on écrit en plus. Oui, tout à fait. Il y a écrit yeah, 3 petits points. Voilà, c'est ça. 3 mois d'écriture pour préparer ça. J'ai envie de dire, les cours que l'on suit en ligne sont vraiment très très efficaces. Merci Alan Moore et Maestro. C'est ça, le problème de la BBC. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait personne pour l'éditer en une version VOST en France, tiens. C'est vrai. En même temps, qu'est-ce que tu veux? Ah, tu veux dire oui, les traduire en français, ouais. Ouais, bah ouais. Ok, je croyais que tu voulais faire des mecs en France qui pourraient faire ça. Non, je dirais juste sortir un coffret Blu-ray du cours de Alan Moore en VOST. Bah ouais. On lance l'idée, je sais pas si quelqu'un a les... Il y a Duolingo anglais, c'est pas mal aussi. Ouais. Bon, voilà. Maintenant là, tout le momentum du lancer de podcast est Arnaud, il y a pas des invités qui arrivent bientôt sur Paris? Si, tout à fait. Tu reprends pas là, j'étais bien. Effectivement, ouais, non, je pensais que tu étais en train de parler. Là. Oui, mais je pensais que tu étais en train de parler d'invités dans le podcast et du coup, j'allais dire, bah si. Oui, il y a Frank Miller qui est là encore une fois. Non, mais. Bonjour, je suis Frank Miller. Il parle bien français, Frank Miller. Alors, j'emmerde la jeunesse. Ouais, je fais des NFT. Non, mais il y a Geoff Johns quand même qui arrive très bientôt dans le podcast. Ça arrive bientôt. Ça, c'est quand même plutôt ouf. On y reviendra plus tard, évidemment. Mais oui, effectivement, on commence toujours par le point un petit peu événementiel. Et qu'est-ce qui se passe dans l'événementiel? Il y a le Paris Fan Festival 2023. On vous en parle pour l'instant à chaque numéro du Front Page, puisqu'ils déroulent semaine après semaine la liste de leurs invités. 3 noms à rajouter aujourd'hui au programme, donc avec les Espagnols Javier Fernandez et Belén Ortega et l'Italien Dike Ruan, qui seront donc présents sur les allées du festival qui a lieu le 15 et 16 avril 2023. Corentin, d'ailleurs, il faut que tu poses tes jours à ce moment-là, parce qu'il faudra que tu sois présent sur place, s'il te plaît. D'accord. Je ne peux pas encore dire dans le podcast pourquoi, mais vous l'avez compris, on sera bien sur place comme on vous l'avait promis, et il y aura de très belles choses en préparation. Mais donc voilà, 3 artistes supplémentaires. Javier Fernandez qui a notamment fait du Nightwing période Rebirth, Belén Ortega qui aussi illustré chez DC Comics. Elle a notamment fait les backups sur Tim Drake, notamment l'histoire dans Urban Legends où en fait Tim Drake a révélé sa bisexualité. Et Dike Ruan, vous l'avez vu sur Bleed and Dry. C'est pas Dickey s'il est italien plutôt. Mais il est d'origine chinoise, donc je sais pas. C'est encore plus Dickey du coup. Enfin, j'en sais rien. Tu vois, j'en sais rien. D'accord, c'est pas grave. J'en sais rien, mais c'est pas Dick, donc il y a pas de jeu de mots. Javier Fernandez qui a fait récemment le Batman One Bad Day, double face, mais je crois qu'il ne sera pas encore disponible, ou alors peut-être qu'il sera tout juste sorti chez Urban Comics, je ne sais plus. Mais effectivement, ça arrive, et donc tu me fais chier, Dike Ruan, je vais le dire quand même comme j'ai envie de le dire. Tant pis. Il y a bien des gens qui ont dit Jeff. Écoute, il y a bien des gens qui ont dit Jeff Lemire pendant des années sans qu'on leur soulève leur veste, donc je peux faire ce que je veux. Dike Ruan qui a fait Bleed and Dry, qui est sorti chez iComics il y a maintenant 2 bonnes années, titre de SF qui a mélangé donc cyberpunk et vampire, et qu'on a vu aussi sur la série Shang-Chi de Jin Luanyang, qui est donc en VF chez Panini Comics. C'était notamment le segment Shang-Chi versus The Marvel Universe, où Shang-Chi met des patates à tous les héros de l'univers Marvel. Oui. Qui a commencé tout juste là récemment. Oui. The Magic Orgy 4. Et oui, on est déjà au 4e, c'est fou. Hein. Vous avez lu les 3 derniers? Eh ben, peut-être pas, et vous avez bien raison. Eh ben non, Corentin, ce n'est pas bien d'être aussi cynique dès le début de ce podcast. Mais en tout cas... Tu les as lus, toi? Hein? Tu les as lus, le 2 et le 3? Les 2 premiers. J'ai pas encore lu le 3. Bah non, j'attends la VF. Hein. C'est pas grave. Moi, je suis un gentil. J'attends la VF. Je soutiens les éditeurs français. Oui. Non, pas pour Magic Order forcément, effectivement. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On attend la série Netflix, effectivement. Mais surtout, bah voilà, ça fait quand même 3 artistes de plus. Il y en a maintenant plus d'une douzaine qui ont été annoncés. C'est pas fini. Il y a encore des noms, et franchement des très beaux noms. Je vous fais du teasing exprès parce que je sachons, mais que je ne peux pas encore vous le dire. Mais voilà, ça va vraiment être un truc, j'espère. Enfin voilà, ça va être cool. Ça va être juste
très cool. Donc si vous avez l'occasion, franchement, je vais pas vous dire ça va être comme la Paris Comics Expo à l'ancienne, mais quand même en termes de panel d'invités, enfin en nombre d'invités qui se dégagent, il y a quand même quelque chose qui fait penser à ça, à la PCE et à Comic Con Paris des dernières années. Donc voilà, peut-être que c'est le signe que le comics recommence à s'implanter un petit peu. De toute façon, il faut que le comics ait de l'événementiel pour pouvoir continuer d'exister. Donc de toute façon, voilà, toutes les séances de dédicaces, tous les festivals qui ramènent des auteurs qui font de la BD américaine, ça ne peut être que bien. Oui. Corentin, on va continuer du côté des campagnes de financement participatif en cours. On a un très joli projet qui est du côté de Comics Initiative, puisque le titre Orphan and the Five Beasts de James Tocco est à soutenir en ce moment chez eux. Oui, tout à fait. La campagne vient de démarrer. C'est une campagne double feature, donc en couplet avec le projet Star Seeds 2 de Charles Globitz, qui était donc la suite de premier Star Seeds qui était arrivé l'année dernière. Non, il y a plusieurs années déjà. 2 ou 3 ans. Ouais, d'ailleurs que je vois dans ta bibliothèque. Oui. Un projet assez particulier, science-fiction, on va dire très très psychédélique, très très conceptuel. Orphan, c'est plus conventionnel. C'est donc l'une des rares créations originales de James Tocco, qui est un artiste qui est assez rare, qui prend beaucoup de temps pour choisir ses nouveaux projets, qui a fait, donc on en a déjà parlé du Alien et du Godzilla à 2 reprises. Et du Orkstein, qui était publié chez Paperback, l'ancien label comics de Casterman, que vous avez sûrement pas lu, mais c'est pas grave. La super histoire Sobek sur le dieu des alligators, extraordinaire histoire où un alligator géant, les prêtres d'un alligator géant viennent voir le dieu alligator pour lui dire il y a le dieu chien qui nous emmerde, est-ce que tu pourrais lui casser la gueule? Et l'alligator il est juste trop pisse, c'est trop chill et il fait bon allez d'accord. Et il y va, il y a une baston de dieu alligator et de dieu chien. Voilà, c'est extraordinaire. Lisez ça si vous pouvez, ce n'est pas disponible en français, je crois. Et donc, l'une des rares créations originales de James Tocco, qui est Orphan and the Five Beasts, qui raconte l'histoire d'une jeune guerrière, en fait, qui est entraînée par un vieux maître en Asie. Alors, c'est croisé entre un peu l'Asie indienne, l'Asie chinoise et donc différents mythes et folklore qui s'entrechoquent. L'idée, c'est que le maître en question a formé différents anciens élèves qui sont tous devenus des espèces de démons qui arpentent la vallée et qui tourmentent les populations. Qui ont été corrompus. Et l'héroïne va aller leur poutrer la gueule. C'est donc l'hommage de James Tocco au film d'action asiatique d'époque, on va dire. Un peu du cinéma de Jet Li aussi. C'est très noir, c'est très morbide, c'est très sanglant. C'est très beau, c'est très détaillé, c'est assez agréable à lire. Et si on aime le trait de Tocco qui, un petit côté école 619, on va dire, au niveau du mélange de crado et d'hommage au cinéma de genre, c'est à soutenir depuis peu, et on vous le conseille, on en reparlera quand ça sortira. Tout à fait, et puis pareil, d'un point de vue jeu vidéo, si vous avez apprécié les Nioh, les Sekiro et ce qui vient de sortir là, Wolong Fallen Dynasty, c'est vraiment aussi dans ce registre-là, de l'imaginaire et de l'action démesurée. Il y a complètement, d'ailleurs, il y a même le premier boss, en fait, si vous avez joué à Elden Ring, il vous parlera forcément, dites un énorme personnage sur un tout petit cheval. Ça va forcément vous parler et il est complètement là-dedans, sauf que du coup, Elden Ring, c'est sorti après, donc je pense qu'ils se sont inspirés de Orphan and the Five Beasts, évidemment. C'est sûr. Allez, Corentin, on continue dans les projets en financement participatif. Il y a aussi du Valiant de nouveau chez Bliss Edition. Ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Pourquoi? Puisque Valiant, en fait, ne sort plus que un single issues par mois depuis maintenant 2 ans, j'ai l'impression, si ce n'est plus. Et du coup, forcément, ça met plus de temps à arriver pour la VF. Alors, Bliss a su on va dire prendre des initiatives et contrebalancer ça en allant chercher justement des titres de l'univers classique Valiant, plus celui qui était fait dans les années 90 avec le Shadowman de Garth Ennis, avec du X-O Manowar par Jim Shooter. Mais donc là on revient à une création qui est plus récente et qui d'ailleurs a pas grand rapport avec le reste de l'univers Valiant. Quand c'est sorti quand ça avait débuté chez Valiant, c'était vraiment une sorte de nouvelle propriété, en fait un nouvel univers. Ça s'appelle Armorclad. Donc ce qui est bien, c'est que c'est complètement accessible puisqu'il n'y a pas de lien avec les précédents récits. C'est un nouveau groupe de personnages, donc il n'y a pas de Bloodshot d'un côté, de Rai, de Ninjak ou de X-O. C'est par contre toujours un petit peu dans un univers de science-fiction très technologique. Je pense que les fans de Warhammer 40 000 kifferont cette proposition, puisqu'on s'intéresse en fait, les Armorclads, disons, c'est que dans un système en fait qui mise tout sur des ressources précieuses et qui est un petit peu totalitaire, en fait il y a des êtres humains qu'on considère peu, qui ont été génétiquement modifiés pour être en gros des super mineurs, des super ouvriers qui opèrent avec des mechas, donc de forage, qui sont les Armorclads. Et sauf qu'un jour il y a un de leurs qui va mourir dans un accident du travail, et plutôt que de faire une grève, ils vont simplement prendre les armes pour se révolter
révolter contre leur régime. C'est coécrit par Brian Buccellato et J.J. O'Connor et c'est dessiné par Manuel García et Miguel Sepúlveda. Et ce qui est marrant, c'est que J.J. O'Connor, on sait toujours pas qui c'est. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait Rich Johnston de Bleeding Cool qui avait fait plusieurs articles pour essayer de savoir qui était ce type, parce que c'est quelqu'un qui avait jamais mis en fait son nom dans l'industrie des comics avant, et en fait il n'arrivait pas à retracer un CV tout simplement, et du coup on se demande encore aujourd'hui si c'est pas le pseudonyme de quelqu'un d'autre peut-être qui voudrait pas mettre son nom sur le truc. Je sais pas, c'est un truc assez marrant, mais en tout cas on en avait parlé il me semble dans un Back Issues VO du démarrage, et je crois c'était plutôt pas mal quoi. Oui, c'est sympa, effectivement, c'est très bien pour les fans du côté Space Marines de StarCraft de Warhammer aussi. 40 000 et de StarCraft. Enfin, les armures font effectivement très Warhammer 40 000. Oui, c'est de la bonne SF un peu, je dirais pas désespérée, mais un peu voilà, industrielle, exploitation des ressources et baston. Ça s'écoute, ça se lit très bien en écoutant du Rammstein par exemple dans le délire, je pense. J'ai pas cette expérience. Sarah, t'as jamais écouté Rammstein? J'ai écouté Rammstein, j'ai pas été, j'ai pas jamais trop aimé Rammstein. T'as pas eu de jeunesse, donc c'est pas grave. Corentin, on passe à l'actualité suivante. T'écoutais la Massacre Country? Hein? T'écoutais la Massacre Country depuis la lointaine Alsace? Oui, bien sûr. C'est vrai? Et Soprano. Cite-moi 8 morceaux. Soprano, c'était Rimka, Psychiatre de la Rime. Non, alors Rimka, c'est 113. Psychiatre de la Rime, c'est Soprano. Voilà. Bah, j'écoutais Psychiatre de la Rime. C'est pas grave. Ouais, écoute. Soprababa, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je disais avant que ce qui est important pour que le comics perce, ou au moins ne s'évanouisse pas, ne disparaisse pas, c'est qu'il y ait de l'événementiel, c'est qu'on le mette en avant. Donc tous les événements sont bons à prendre. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'à la Cité internationale de la bande dessinée de l'image d'Angoulême, il y aura une grosse exposition Marvel qui est prévue pour 2024. Alors on n'a absolument aucun détail pour le moment, si ce n'est que elle sera commissionnée par Xavier Fournier et Jean-Philippe Martin. Donc le premier nom, vous le connaissez, puisque c'est le rédacteur en chef de Comic Box, entre autres auteur de plusieurs ouvrages sur les super-héros, et dont on a parlé aussi pour les deux documentaires qu'il a fait sur les super-héroïnes et les super-vilains. Et en plus, il est aussi à l'écriture d'un guide de Gotham pour le RPG de Monolith. Bref, un nom que si vous vous intéressez aux comics, a priori, vous ne pouvez pas passer à côté. Et donc surtout, une valeur sûre pour ce qui est de l'expertise sur l'univers Marvel. Et ça a fait plaisir quand même de voir les comics à la Cité internationale de la BD. Alors c'est pas pour le festival d'Angoulême forcément, parce que en fait la structure opère complètement indépendamment de 9e Art Plus et du festival. Et puis du coup a priori elle va pas se caler sur le festival, et surtout vu que c'est pour le musée de la BD, ça va durer plus que 3-4 jours. Donc c'est quand même plutôt cool de voir, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve ça ultra bien d'avoir les comics Marvel mis en avant au musée de la BD. Ouais, c'est très bien, c'est cool. Je sais pas si, il y a beaucoup de gens qui passent par Angoulême en dehors de la période du festival. Quand même. Ouais. Pour justement, parce que t'as quand même pas mal d'expos et de. Ça reste la ville de la BD toute l'année, quoi. En partie. Disons que le musée de la BD, il est toujours là, quoi. C'est cool dans ce cas-là. Et le musée d'Angoulême et le musée de la BD. Aux gens. Et puis s'intéresser aux comics. Oui, et puis quelque part, même si les gens ne s'y rendent pas naturellement, justement, en créant un événementiel, tu vas donner l'occasion aux gens de s'y rendre. Oui, et puis ça participe du mouvement qui consiste à donner ses lettres de noblesse aux comics, qui a longtemps été un genre. Qu'il est toujours. D'ailleurs, qu'il est toujours. Ouais, regarde le dernier. Un peu quand même. Non, mais regarde le dernier Angoulême. Oui, mais Angoulême, le comics n'existait pas. Non, mais le festival d'Angoulême, c'est quelque chose de particulier qui effectivement est pas connu pour mettre en avant la culture comics, mais j'ai l'impression quand même que celle-ci commence un peu. Grâce au travail de la VF, grâce au fait que certaines œuvres comme celle de Ditko, celle de Kirby ou même celle de Stan Lee, depuis la mort de Stan Lee, on a quand même vu beaucoup d'hommages qui ont été dispersés un peu à droite et à gauche. On commence à réaliser que c'est un art qui a une histoire, que c'est un art qui a ses pionniers, ses grands révolutionnaires, de la même façon que Frank Miller maintenant est un nom qui est respecté. Je veux dire, si Canal+ va chercher Frank Miller pour faire une série Corto Maltese, c'est parce que aussi en France on commence à avoir conscience qu'il y a des noms du comics qui existent. Ouais, après Frank Miller, moi je te rétorquerai que c'est à cause de Sin City et des adaptations télé. Dans ce cas-là, les émissions de blockbuster sur France Inter, France Inter fait aussi une place à ce genre de choses, tu vois. C'est, à mon avis, en fait. Parce qu'il y a Fred Segris, s'il n'y avait pas Fred, il le ferait pas. Hein. Non, mais je veux dire. Je ne veux pas casser ton enthousiasme. Je ne veux casser rien du tout. C'est juste, je pense sincèrement que c'est le cas. Je pense sincèrement, comme Taschen s'intéresse à l'histoire de Marvel, comme Abrams Comics Art s'intéresse à l'histoire de Marvel, il y a des gens qui considèrent que c'est une discipline artistique qui existe, qui a une histoire et qui est vivante. Et des expositions comme ça en sont la preuve, c'est tout.
Donc après, je vais pas en train de te dire que ouais, ça y est, on a gagné et tout. Je dis juste que la bande dessinée américaine, c'est aussi un art et qu'il y a des gens qui s'intéressent à cette discipline et qui essaient de la mettre en avant. C'est ça. Donc on vous donnera plus d'informations dès qu'on les a. C'est juste que ça arrive pour l'année prochaine, donc il y a encore le temps de voir venir. Mais a priori, ça donnera au moins une raison supplémentaire de se rendre à Angoulême, en plus de celle qui intervient chaque année au début du mois, enfin la fin du mois de janvier. Corentin, du Judge Dredd par Halloween aux éditions Delirium en ce mois de mars 2023. Oui, tout à fait. Alors effectivement, Est-ce que tu vas dire oui tout à fait à chaque fois que je te laisse la parole? Oui, tout à fait. Très bien. Alors Halloween, effectivement, on a tendance à l'oublier. C'est un scénariste britannique au départ. Je dis on a tendance à l'oublier parce qu'il a pas une écriture qui est vraiment identifiée comme britannique et il a fait beaucoup de Marvel ou de créations qu'on pourrait qualifier de proto-américaines comme We Only Find Them, qui est à le croisée des chemins entre un imaginaire graphique japonais et des thèmes très américains. Non, il vient effectivement du vieux Royaume-Uni et comme tous les scénaristes qui sont passés par le Royaume-Uni, c'est une sorte de passage obligé, c'est soit Doctor Who Magazine, soit Judge Dredd, en l'occurrence, enfin 2080. En l'occurrence, lui c'était 2080. Alors, honte à moi, je n'ai pas lu en fait parce que ça fait un moment quand même que j'ai arrêté de lire en direct, ou même depuis en fait les années 2000, ce qui sortait sur Judge Dredd, à l'exception de quelques tomes éparpillés. Mais je peux pas tout lire, hein. Arnaud a l'air déçu, surpris, estomaqué. Mais effectivement, voilà, donc j'ai pas lu cette histoire-là, mais Halloween étant un grand scénariste qui, pareil, commence à devenir l'une des valeurs sûres de l'industrie des comics, y compris de notre côté du monde, puisque la série Immortal Hulk l'a beaucoup aidé. Le succès, bon, confidentiel, hein, mais critique de We Only Find Them a pu aussi participer au truc. Ses gardiens ont été bien appréciés, sa série Ant-Man était super bien. On vous la conseille d'ailleurs si vous ne l'avez pas lu et que vous sortez un peu frustré du film Quantumania, il y a effectivement des bonnes histoires sur Ant-Man, juste pas au cinéma. Il y a deux choses à faire de toute façon, c'est lire la BD d'Halloween, puis après vous pouvez aussi écouter le podcast, mais juste pour rigoler. Oui, voilà, quoi. pour rigoler. Alors, la blague des pattes a bien pris apparemment. Bravo à Splinter. J'ai une petite vidéo de vous deux de toi et Happy qui vous marrez en écoutant Splinter. Malheureusement, c'est après la blague des pattes, c'est qu'on est en fou rire total. Et je vais la garder précieusement pour me rappeler de ces bons souvenirs. Très bien. Mais donc ouais, c'est chouette. Delirium qui est toujours bien sur déjà les publications 2080 qui font un travail exceptionnel et dans l'édition et dans le rythme de publication pour un marché qui est quand même très compliqué à conquérir. Faut se rappeler qu'il y a encore 10 ans, 2080 en France, c'était quasiment inexistant. Aujourd'hui, voilà, on a quand même des très bonnes sorties assez régulières avec des titres d'hommes plus récents, parce que là, c'est quand même années 2007 à 2009, donc c'est quand même relativement récent. Et les archives qui sont des indispensables si vous vous intéressez déjà à l'esprit britannique en bande dessinée, à la bande dessinée de contestation politique et sociale par le prisme de la SF, et d'une manière générale aux grandes sagas qui ne sont pas des histoires de super-héros, mais qui ont quand même une histoire, une densité, une mythologie, des thématiques. Là, a priori, on est plus dans la satire, parce que l'album s'appelle Souriez, c'est la loi, parce que justement, Ewing s'est beaucoup amusé en reprenant les codes de son temps. Alors, par rapport à la politique, oui, mais pas aussi par rapport à la culture pop, à la culture dominante, la culture people, où il a infusé des différentes saillies très personnelles. Donc c'est chouette, et il faut soutenir Delirium, il faut soutenir tous les éditeurs indés, évidemment, parce qu'on a un tout petit marché. Mais Delirium font un travail qui est essentiel parce que sinon, on va encore une fois réduire les comics à Superman, à Spider-Man, à Batman et aux super-héros en général, en oubliant que les Britanniques, qui sont quand même assez proches de nous, font de la BD depuis très longtemps, qui font de l'excellente bande dessinée, que c'est de là que viennent les meilleurs scénaristes, pardon, je suis désolé de le dire, de l'histoire des comics de super-héros aussi, et que simplement, personne ne va s'intéresser à ça si on n'essaie pas de leur mettre des albums entre les mains. Donc n'oubliez pas, Judge Dredd, c'est bien aussi, il n'y a pas que Marvel et DC dans la vie. Avant d'enchaîner sur un énorme run de news DC Comics. Voilà, c'est pour ça que je le place maintenant. Enfin, de news Urban Comics plutôt. Panini et Urban, quoi, mais dans le tas, il y a beaucoup de Marvel et de DC aussi, mais c'est vrai qu'ensuite, non, c'est vrai qu'après, on a quand même pas mal d'indés aussi. On essaie de toute façon, on essaie de donner de la place à tout le monde, c'est-à-dire que de toute façon, on ne peut pas non plus on peut pas occulter ce que font les Big Two. Puis qui sont quand même des moteurs aussi de ce marché-là, mais justement c'est important de parler surtout aussi des wagons qui sont derrière les grosses locomotives. Des trains parallèles sur le rail d'à côté. Ouais, aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas que à Paris que tu peux pas t'arrêter à Wissembourg, quoi. Exactement. Parce qu'à Wissembourg, c'est bien aussi. J'ai compris cette allégorie. Les Alsaciens, ils captent. Les Alsaciens, ils ont capté. Et justement, puisqu'on parle d'Alsace sans transition aucune, et sans aucun rapport, il y a des Alsaciens qui nous écoutent, je le sais. Et non, ce n'est pas ni mes potes ni ma famille, parce que eux ne m'écoutent pas. J'ai rien dit. Non, mais j'anticipe toutes tes vannes aujourd'hui. J'ai rien dit du tout. J'allais pas faire la blague. Chez Panini, une nouvelle collection à petit prix. Et oui, la collection Multivers. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve des réalités parallèles et alternatives, n'est-ce pas?
Eh bien, on y retrouve déjà pour commencer le Cosmic Ghost Rider de Donny Cates et de, aide-moi, C'est Dylan Burnett. Dylan Burnett, effectivement. J'ai mis Geoff Shaw dans l'article, alors que c'est pas du tout Geoff Shaw, c'est Dylan Burnett. Mais parce que Geoff Shaw avait fait le Thanos, en fait. C'est ça, il l'avait fait dans Thanos. Parce que c'est un spoof du Thanos de Donny Cates, Thanos Ends, je crois, où en fait, donc on suit... Thanos Wins. Thanos Wins, pardon, oui. On suit une continuité où effectivement Thanos gagne, et dans cette continuité-là, le Punisher devient le Ghost Rider après sa mort, puis ensuite devient l'un des héros de Galactus. Galan, comme il l'appelle par son petit nom, ça devient même son pote, hein, ils vont passer un petit moment ensemble, et puis finalement, le Cosmic Ghost Rider va affronter Thanos, perdre, et là décider de revenir en arrière dans le temps, après avoir fait un tour au Valhalla, pour élever bébé Thanos et essayer d'empêcher que c'est que d'abord il part un peu en mission en projetant de le tuer, puis quand il s'aperçoit qu'en fait que le gamin Thanos est pas encore complètement méchant, il se dit bon peut-être qu'en l'élevant correctement je vais réussir à lui faire éviter de tracer sa route. On avait déjà parlé lors de la sortie en 100%. Ouais. C'est effectivement l'archétype du est-ce que vous tueriez Hitler si vous alliez dans le temps. Bon, en l'occurrence Frank Castle non. Et donc oui, voilà, le fait que le Punisher élève Thanos, forcément, ça donne pas des très bonnes choses. On a aussi Deadpool Remassacre Marvel de Cullen Bunn et Dalibor Talajic, je sais pas comment ça se dit. Voilà, un Deadpool qui va encore une fois tuer l'univers Marvel de manière très sanglante. Dans une série qui, voilà, Deadpool kills Marvel Universe, Deadpool kills the Punisher, Deadpool kills ses auteurs, etc., qui est une série un peu méta et très sanglante qu'on a déjà vu décliner à plusieurs sauces. Ça, c'est qu'en fait, t'as une trilogie de base où en fait, il tue l'univers Marvel, puis il s'attaque au classique, puis après, en fait, il va se tuer lui-même. Et en fait, là, c'est qu'ils jouent eux-mêmes sur le concept des remakes et des reboots qui a déjà lieu aussi dans toutes les sphères de la pop culture, en disant, en fait, on va refaire le premier volet, mais alors comment on le fait ? En fait, on part dans une autre réalité et ils reprennent le principe d'un Deadpool donc, qui est effectivement dézingue à tout va. Sauf que c'est pas pour la même raison. Et donc là, en fait, on a quand même une forme d'enquête qui est menée en parallèle et qui essaie de comprendre en fait pourquoi Deadpool agit comme ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que t'as quand même un Deadpool qui est complètement fou, littéralement, avec beaucoup de séquences en fait où Dalibor Talajic va singer d'autres styles de dessin de l'école plus cartoon, manga, franco-belge, pour en fait faire des séquences, on va dire, un petit peu d'hallucination. Donc c'est une exploration artistique qui est pas inintéressante et un récit qui est vachement plus noir en fait que ce qu'on pourrait penser, hein. C'est pas J'avais lu le Deadpool Kills the Marvel Universe, le premier du nom, et j'avais trouvé ça vraiment assez imbuvable en fait. C'est dans cette espèce de côté j'ai pas envie de dire edgy parce que le mot maintenant est très suranné et on l'utilise un peu pour tout et rien, mais il y a vraiment un côté un peu même pas sale gosse mais cruel, tu vois, un peu genre c'est marrant, il les bute là c'est pas marrant, enfin c'est pas présenté de façon marrante quoi. C'est cruel, tu vois, c'est cruel marrant, un peu genre snuff movie, tu vois, ou slasher. Et moi, ça me parle pas du tout, ce genre d'écriture. Donc, voilà. House of M. Bon, qu'est-ce que tu peux dire de plus sur House of M ? Wanda Maximoff réécrit la réalité après Disassembled. Dans un monde où les mutants ont gagné et conquis le monde et dominé le monde. Et House of M, la maison de Magneto, qui règne en maîtresse sur l'univers. Événement culte de Brian Michael Bendis et Olivier Coipel. Un jeune Olivier Coipel à l'époque, le début de sa légende. Que tout le monde a probablement déjà lu, mais si c'est pas votre cas, n'hésitez pas à y aller. Il y a des bouts de WandaVision dedans, si ça peut vous motiver à vous y mettre. Tu veux ajouter un commentaire sur... Bon, je pense que là... c'est très bien. Hein. Ouais, non, mais c'est génial, bien sûr, c'est culte, évidemment. C'est le premier des 3 grands événements qui ont fait les années 2000 de Marvel avec Civil War et avec Secret Invasion. Marvel Zombie. La famine, alors Robert Kirkman. C'est le premier, ouais. Enfin, c'est le premier. Le premier, techniquement, c'est Ultimate FF, mais là, c'est le premier spin-off, autonome, on va dire, de cette série-là. Donc, avec Sean Phillips au dessin, c'est l'histoire en fait de la continuité Marvel Zombie qui a donc été créée par Mark Millar dans les Ultimate Fantastic Four. Un monde où un héros tombant du ciel, qui va se trouver être le Sentry, est atteint d'une maladie, enfin du gène zombie, on va dire. Ouais. Sauf que c'est une version modifiée qui en fait les héros ne se bouffent pas entre eux, on va dire. Ils vont bouffer les humains et une fois devenus zombies, ils vont garder leur intelligence et la connaissance et la conscience de leur histoire et de leur pouvoir. Donc en fait, c'est un monde où les super-héros sont les méchants et vont bouffer les êtres humains. Sauf que quand l'histoire commence, ils ont déjà bouffé tous les êtres humains et donc ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir bouffer ensuite. Alors ils vont d'abord essayer de bouffer les super vilains, puis après ils vont essayer de bouffer Galactus, et après etc. C'est le début d'une longue saga en fait qui est un peu parti en couille à un moment donné quand même, faut le dire. Mais ce premier album de Kirkman, justement, si vous aimez pour le coup le cruel rigolo, parce que là on est vraiment dans de l'humour noir, hein, l'humour très noir.
et très très cruel. C'est un peu Ultimatum, mais en version rigolote. C'est très bien. Moi, j'avoue, je l'avais découvert quand j'étais ado en 100% à l'époque. Et bon, ça marche toujours aussi bien, je trouve. Voilà. Très drôle. Voilà. Ensuite, Spider-Man Reign. Ah, là, on a comme un petit chef-d'œuvre, à mon avis, de la période Des années 2000 aussi, ouais, des années 2000. Alors, c'est Carrie Andrews, pareil, un jeune Carrie Andrews, qui a toujours été un fan de l'araignée, de toute façon, qui fait, en fait, simplement le Dark Knight Returns de Peter Parker. Tout simplement. Vraiment texto, et qui ne s'en cache pas. C'est un hommage revendiqué et assumé, mais pas une copie non plus. Il essaie de prendre ses propres tournants, ses propres marques, mais donc dans une New York en fait complètement désespérante. Un Peter Parker qui vit seul, reclus et à moitié fou allié, qui ne porte plus le costume, qui est dépêché par Jonah Jameson qui lui dit non mais le maire qui est en place, qui est en train d'installer en fait, qui veut essayer d'installer un système expérimental de dôme protecteur tout autour de la ville. En fait Jameson lui dit que ça cache quelque chose, qui est en train de péter un câble, et donc inciter à la révolution un petit peu de la même façon que Batman pouvait inciter à la révolte contre les mutants. C'est pas complètement, en fait, les parallèles sont pas forcément, enfin, l'ambiance, la tonalité, c'est l'atmosphère qui sont vraiment semblables. Crépusculaire, désespéré. Mais c'est vrai qu'après, dans les événements et dans la façon dont tout est raconté, il y a quand même pas mal de différences avec le propos. C'est pas autant un clone que l'astronaute, par exemple, tu vois. Mais par contre, effectivement, c'est un petit peu comme Old Man Logan ou un truc comme ça. C'est vraiment, en fait, le récit du vieux Peter Parker. Un peu définitive, j'ai envie de dire, parce que même si c'est pas le bout du chemin, hein, c'est un point de vue, en fait, très extrême et très assumé sur la saga du tisseur, qui va prendre des décisions ou imposer des idées que quelques fans pourront trouver choquantes, par rapport à Mary Jane, par exemple, par rapport au Dr Octopus aussi. Et je pense, pour le coup, c'est vraiment l'un des Dr Octopus les plus dramatiques, antiques et passionnants que je peux citer. Avec une technique de dessin assez exceptionnelle, puisque Carrie Andrews, qui a toujours été un expérimenteur, utilise là une sorte d'effet 3D pour faire ses décors quand il a la flemme. Du coup, ça fait un peu, ça fait un peu cinématique PS1, mais bien faite, avec des personnages dessinés au premier plan. Enfin, si vous voyez un petit peu ce qu'il a fait sur Renato Jones, c'est un peu du même tonneau par rapport au décalage entre le personnage et son arrière-plan. Donc c'est vraiment graphiquement et au niveau du scénario une très très bonne lecture, à mon sens. Évidemment, qui est pas pour tout le monde, hein. Il faut aimer ce côté pareil, un peu, peut-être on pourrait dire edgy, hein, mais qui est pas vraiment trop ça edgy, en fait. Je trouve pas ça edgy. C'est vrai qu'on peut être perturbé, en fait, par ce qu'on nous montre, mais en même temps, c'est aussi qu'il y a une progression qui est super intéressante, parce que ça commence vraiment de façon vraiment hyper sombre. Et je trouve qu'il y a quand même à 2-3 reprises après sur la fin où t'as des instants, des dialogues en fait qui sont vraiment super bien écrits, et qui te font oublier en fait. Enfin, c'est vraiment où on limite, c'est que Carré avec c'est pas un récit qui est parfait, mais a vraiment voulu faire le contraste en fait entre en te mettant tellement bas et en mettant ces personnages tellement bas qu'en fait la petite lueur d'espoir qu'il arrive à t'instiller à la fin, en fait elle paraît beaucoup plus importante, parce qu'elle est vraiment très contrastée avec tout ce que tu as pu lire avant. Donc je sais pas, puis tout à fait. Non, je suis d'accord. Moi c'est une des ça et Hieratic. Non, pas Hieratic. Si, Hieratic, ouais. C'est vraiment l'un des trucs que j'en regrette le plus chez Marvel, c'est qu'il ne lui ait jamais donné un run de Spider-Man Ultimate, proprement dit, Ultimate ou autre, tu vois, enfin un truc vraiment, une mini-série ou une maxi en 12 ou un run complet, parce que je pense que le mec a vraiment des trucs à dire assez intéressants sur ce personnage-là. Mais bref, on termine avec justement du Spider-Man. Non, mais attends, juste pour dire quand même que pour le coup, ça, après chacun ses avis sur cette collection, mais par contre, Spider-Man Reign par rapport à sa qualité, le fait que ça n'a pas été réédité en VF par l'éditeur depuis 2014, je pense que ce sera vraiment à limite le seul à prendre. Oui, parce que c'est risqué, hein, par contre. Parce que limite les autres, ils ont déjà été réédités. Enfin, Marvel Zombies et House of M, c'est déjà réédité en must-have dans les dernières années. Sauf il y a peu de chances que ça sorte un jour des étagères, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Cosmic Ghost Rider, au final, c'est assez récent aussi. Il y a peut-être Deadpool, mais du coup, c'est l'autre. facile à vendre en plus. C'est ça. Alors que le Spider-Man, donc, Reign ou l'Empire en VF, ça fait plus de 10 ans qu'il a pas été réédité. Donc, celui-là, à mon avis, faut pas passer à côté, quoi. Ouais, surtout, elle sera pas cher. Prix, quoi. C'est voilà. ça. Ça peut être l'occasion, peut-être, d'essayer de sauver un peu Carrie Andrews sur le marché français, parce qu'on sait que Renato a pas été une grosse vente. Je me demande si le Amazing Fantasy. Ouais. Peut-être que ça a pu aider. Non, après, parce qu'il particulier, quoi. Ouais, puis il est un peu déçu sur sa conclusion, quoi. Donc. Ouais. Bon, d'ailleurs, qui était lié à Spider-Man. Et donc, on finit avec du Spider-Man, disais-je. Yes. Puisque la suite de Spider-Verse arrive, c'est logique. On est dans l'année de Spider-Verse et de sa suite, techniquement.
Spider-Geddon. Oui, parce que toute la collection est liée au multivers et vous présente en fait des réalités alternatives. Voilà, c'est pas innocent, on va dire. Voilà, c'est différentes façons d'explorer le multivers, que ce soit avec des réalités alternatives, des futurs possibles, ou justement la rencontre de plein de personnages issus de réalités différentes. Des trucs assez noirs d'ailleurs finalement quand on regarde bien. Hein. Bah, parce que même Cosmic Ghost Rider, enfin c'est joyeux, mais il y a quand même un côté un peu rentre dedans quoi. Enfin, oui. Voilà, bref. Et pour terminer, parce que quand même, non, si, Marvel Zombie, Reign, Deadpool. Oui, c'est sûr qu'ils auraient pu mettre les X-Babies, quoi. Tu vois, c'est pas exactement la collection multivers. Oh là là, on va aller voir Spider-Ham et Kangourou le Conquérant, tu vois. Non, effectivement. Donc bref, pour terminer, effectivement, Spider-Geddon, donc de Christophe Gage, Dan Slott, Jorge Molina. Ouais, c'est ça. Voilà, et voilà. Moi, j'ai rien à en dire, sinon que c'est pas la peine de l'acheter parce que c'est pas une bonne lecture, que ça tire sur la corde, une fois de plus, du multivers arachnéen, cette espèce de mythologie débile qu'ils ont construit autour du fait qu'il y avait une araignée qui était au centre du multivers. Mais ça, c'est pas débile. Moi, je trouve ça bête. Le concept, moi, ça contredit tout Après, c'est mon côté nerd probablement, mais il y a des lois, en fait, dans les univers de comics. Et Spider-Man n'a jamais été, en fait, l'élément fédérateur du multivers. C'est pas le cas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. À la limite, tu vois, Reed Richards serait plus un meilleur postulant, mais on va pas en parler. On en reparlera un jour, cela dit. Donc voilà, c'est pour moi pas bien. C'est effectivement juste une sorte d'extension vraiment au forcing sur Spider-Verse parce que le film Spider-Verse sortait, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc c'est la suite, vraiment, c'est le encore du Spider-Verse premier du nom de Dan Slott. Donc il remet en fait les héritiers, donc ces vampires qui traversent les dimensions pour se nourrir de l'énergie vitale des Spiders, donc des totems de l'araignée. En fait, ils avaient été battus et enfermés sur un monde radioactif à la fin de Spider-Verse. Morlun. Et là, avec Morlun, ouais. Et là, en fait, c'est la famille qui réussit à se libérer avec des histoires de machines à cloner à la con et de transfert de personnalité. Et ils arrivent donc à se libérer de leur prison et ils se décident donc forcément à réattaquer pour se venger des Spiders et ressusciter le paternel de la famille. Et c'est vraiment pour le coup c'est du forcing. Si le premier Spider-Verse avait quelque chose d'amusant avec ce côté vraiment on prend toutes les Spidey et on s'amuse, là en fait ça commence quand même par un numéro 0 en fait qui te montre le Spider-Man de la version PS4 parce que le jeu était sorti cette année-là. Oui, c'est vrai. Et c'est vraiment pas bien quoi. Il y avait le Edge qui était un peu le début de Jed McKay qui était sympa. Ouais, mais qui sera pas du coup présent dans cette édition, mais voilà. Et après en fait c'est ça, c'est qu'en fait il y a plein d'idées c'est de nouveau pareil, il y a plein de Spider-Man différents qui affrontent, mais en fait disons qu'il y a un côté artificiel qui est juste que tu peux pas en fait enlever, ouais, voilà, qui se voit parce qu'en plus vu qu'ils avaient sorti énormément de numéros en tie-in et tout ça en fait, il y a plein il y a énormément de passages où chaque fois les personnages disent je viens de faire ci, je viens de faire ça avec les encarts suivez Vault of Spiders ou Edge of Spider-Geddon et tout ça, et du coup ça rend le truc même pas super agréable à lire, donc c'est pas inintéressant à regarder. Mais si vous avez passé les 11 ans en fait, je vois pas trop enfin c'est dommage parce qu'on peut s'amuser avec ce genre de concept. C'est ça que j'allais dire en fait, le problème c'est que le concept de Spider-Verse il est génial, mais du point de vue d'un éditeur aussi capitaliste que Marvel ou aussi dans le forcing justement de produire du numéro à l'appel, c'est malheureusement c'est une mine d'or qui est trop intéressante pour ne pas être exploitée quoi. Donc du coup évidemment ils ont fait ce qu'il fallait pas faire. Moi, si vous voulez lire du tie-in, entre guillemets, ou des comics qui ressemblent un petit peu à Spider-Verse, j'aurais envie de vous dire de lire Spider-Man et Spider-Man 2, en fait. Il y a The Variants, apparemment, qui est bien aussi de Guy Simon et Phil Noto. Ouais, je pensais précisément à l'araignée, mais c'est très bien, effectivement. The Variants qui vient de tomber qui vient de se finir en VO. Et qui va arriver, plus tard dans l'année. C'est super cool, c'est un super multivers. Après, il y en a plein des séries de multivers. Mais du coup, voilà, si vous voulez éventuellement offrir, pareil, voilà, si vous avez des potes ou des neveux, des nièces, des petits frères, des petites sœurs de 11 ans qui voudraient lire du Spider-Verse après avoir vu le film Spider-Verse 2, pardon. Je n'arrive plus à parler. Offrez-leur plutôt Spider-Man 1 et 2, et au pire, s'ils comprennent rien, vous leur expliquez qui est Miles Morales, qui est Peter Parker, ils comprennent très bien tout seul. Quand on est gamin, on comprend tout de toute façon. Et voilà. Ouais, puis il y avait du Miles Morales, du Spider-Verse premier du nom dans la collection de l'année dernière sur les 60 ans de Spider-Man qui sont pour le coup mieux. D'ailleurs, j'ai découvert qu'il y a pas mal de tomes en fait des collections de Printemps des Comics qui sont encore dispo sur le site de Panini. Parce que là, je parlais d'Daredevil Yellow aujourd'hui sur Twitter et Renaud m'a gentiment montré qu'en fait, il était encore disponible à 5,99. Donc si par exemple vous n'avez pas lu Daredevil Yellow, vous pouvez encore aller le choper à ce prix-là. Et limite, faites-vous un petit panier de trucs qui seraient encore dispo parce que en vrai, il y a déjà, on l'a déjà dit, la fab elle est belle. Et il y a beaucoup d'indispensables qui ne se démodent pas, quoi. Ouais, alors attention parce que du coup, pour la fab là, ce sera la nouvelle fab qui est en souple. Instillée, voilà, pour cette année, qui est en souple, que tu as vu aussi, je crois. Je suis pas ultra, faut me la décrite surtout avec des photos.
je suis moins. Bah, elles sont moins beaux, quoi. Moi, j'aimais bien celle d'avant. Et Ouais, justement, ouais, ça bien donnait sûr. un côté noble à une opération commerciale dont on sait pourquoi elle est faite. Du coup, je suis un peu Bah, chafouin. c'est surtout dommage par rapport en plus avec la direction artistique de ces couvertures qui sont assez épurées, qui faisaient effectivement que c'était des jolis objets. Et du coup, ça a changé parce que les coûts de la matière première, ce genre de choses-là. Après, ils auraient pu, les faire à 9 balles, ça aurait quand même été des objets intéressants, quitte à éponger le coût du dur. Ouais, mais vu qu'ils augmentent chaque année tout ça, Oui, enfin, de toute façon, ils sont dans une situation où quoi qu'ils fassent, de toute façon, ils auront mauvais Roland, c'est pas faux. En tout cas, voilà, moi dans le tas, si je devais vous conseiller quelques tomes, je dirais Marvel Zombie, je dirais Reign, House of M, je pense que vous l'avez déjà, mais bon, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à l'offrir. Ouais. Et ouais, éventuellement Cosmic Ghost Rider, c'est pas mal en vrai, c'est une bonne lecture. En vrai, techniquement, à part Spider-Geddon qui est vraiment pas bon, les autres, ça va tous du correct au vraiment très bon, quoi. Ouais. Parce que même Deadpool remassacre Marvel, comme dit, moi je trouve qu'il y a cette distance en fait où c'est vraiment une forme de récit d'enquête un peu polar qui fait qu'en fait tu t'amuses pas trop et il y a l'expérimentation d'Alibor qui est vachement intéressante graphiquement. Et du coup, enfin voilà, moi je trouve vraiment, mais du coup parce que je les ai tous lus, Oui. du coup je sais pas. Il y a par contre Spider-Man. Je les ai quasi tous lus du coup. Je sais pas Spider-Man, c'est trop nul, c'est horrible. Allez Corentin, on continue du côté de Urban Comics. Pas mal d'annonces parce que c'est eux qui dégainent en ce moment pour le programme printanier et estival. Alors on va pas tout relater, vous n'avez qu'à lire comicsblog.fr pour avoir vous un avez peu qu'à aller lire là, c'est bon. Hein. Non, mais on va quelques petits trucs qui marquent quand même, c'est l'arrivée, le retour de Lazarus en VF de Greg Rucka. Ouais. Après la première édition chez Glénat Comics qui n'existe plus et qui est incomplète, Urban va reprendre la série en proposant à la fois une édition intégrale, mais aussi en poursuivant la suite de la série pour ne pas léser ceux qui avaient acheté les 7 premiers tomes chez Glénat. Exactement, d'ailleurs, on sent que les leçons j'allais dire ces dernières années, pas exactement, mais les leçons du marché ont été retenues par rapport à ça, parce que quand il y a eu des fois des reprises qui reprenaient au niveau zéro, les gens rouspétaient et tout, et un petit peu d'ailleurs comme pour Lock and Key, où iComics avait vraiment mis la fin de ce qui manquait de chez Milady, je crois. C'est ça, Arnaud? C'était Milady avant. Ouais, voilà, du coup, voilà, Urban Comics a essayé de ne se fâcher avec personne. D'un côté, effectivement, donc on aura l'intégrale qui ira par tranche de 9 numéros. Et de l'autre côté, le tome 8. Et ensuite, le tome 9 qui devrait boucler la saga donc de Greg Rucka et Michael Lark. Michael Lark Ouais, merci. Donc, Lazarus, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la réponse de Greg Rucka au grand exode des grands scénaristes de comics super-héros vers Image Comics entre les années 2012 et 2014, on va dire, pour être assez englobant. Donc là, c'est un monde de science-fiction dans lequel les grandes fortunes ont gagné, ont imposé leurs lois. De science-fiction oui, d'anticipation, on va dire. Voilà, mais c'était à l'époque. D'anticipation. Voilà, maintenant, c'est bon, ça y est. Dans 2 semaines. Il a bien anticipé, du coup, c'est bien. Donc oui, les grandes familles, les grandes fortunes ont gagné. Les Bernard Arnault, Bernard Pivot, je raconte, Pinault, pardon, ont gagné. Et voilà, du coup, les États n'ont plus aucun pouvoir. Ils obéissent aux milliardaires, ils font des lois pour les 1%, ils reculent l'âge de la retraite, tout ça, bref, vous connaissez, et les 1% qui tiennent le monde en otage grâce au contrôle des matières premières. C'est pas les grévistes? Si vous êtes de droite et que vous nous écoutez, on est désolé. Je pense que personne de droite nous écoute. Je pense que si, en plus. Hein. À mon avis, il y en a qui juste... Il y a des gens de droite qui ont l'esprit ouvert. À mon avis, je pense que c'est vraiment pas une utopie de le dire. Moi, j'écoute des trucs de droite aussi, tu vois, parfois. C'est vrai. J'écoute France Info, par exemple. Donc... Donc, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Et donc, en fait, comme ces grandes familles qui sont donc des grands clans oligarchiques ont imposé une nouvelle féodalité, il leur faut des chevaliers pour se défendre. Bah, déjà des querelles internes, parce que les grandes familles se battent entre elles, forcément, parce qu'on n'est jamais assez riche quand on n'est pas le plus riche. Donc, chacune a formé des Lazarus, donc des Lazars, qui sont des espèces de super guerriers modifiés génétiquement et entraînés à résister à la mort. Et donc, on va suivre principalement l'une de ces Lazars, Forever Carlyle, donc encore une héroïne également accouchée dehors, comme souvent chez Greg Rucka. Voilà, qui va bastonner avec d'autres Lazars et qui va aussi essayer de trouver un peu son chemin dans ce monde très injuste, très froid, très noir. On est dans du polar de SF assumé, assez violent. C'est pas du tout une sorte de message d'espoir comme pouvait l'être Saga ou un conte naïf de science-fiction comme pouvait l'être Descender, même si c'était un peu noir aussi Descender. C'est vraiment juste du Greg Rucka qui fait du polar SF, parce qu'à l'époque, de toute façon, chez Image, tout le monde faisait de la SF. C'est vraiment bien. C'est assez dommage que ça n'ait pas été au bout chez Glénat, qui étaient de belles éditions d'ailleurs, en demandant. Donc, ils doivent reprendre la DA en blanc, du coup. Ah ouais? Ah, c'est cool, ça. Justement pour qu'il n'y ait pas de discontinuité. Ça, c'est bien. Bah, bravo Urban, du coup. Et ouais, non, c'est bien. On sait que, Urban avait déjà un peu de Greg Rucka
Black Magic, qui c'est qu'il a en France? Est-ce que C'est Glénat quelqu'un aussi. a Black Magic? C'est Glénat aussi? Ouais. En tout cas, ça participe du coup de l'idée que le catalogue Glénat Comics va se disloquer petit à petit et que des éditeurs vont pouvoir Au fur et à récupérer mesure des que les morceaux, droits ne sont pas renouvelés, parce que de toute façon les droits d'exploitation en fait il y a toujours une durée limite, hein, et après à partir de laquelle en fait tu peux soit renouveler le contrat, soit ne pas le faire. Et donc effectivement à partir du moment où ces droits sont pas renouvelés et où les titres passent en arrêt de commercialisation, mais effectivement ce sera un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question notamment de Lady Mechanica par rapport à ça, puisqu'on ne sait pas si c'est Glénat qui doit encore le poursuivre, parce qu'il y a encore des nouveaux titres Lady Mechanica, mais que Glénat, en tout cas sous label comics, ne sort plus rien, parce que ça n'existe plus, hein, tout simplement. Les derniers comics qui sont sortis, que ce soit Friday ou Sweet Paprika, c'est en hors collection, c'est dans d'autres formats, c'est plus du tout avec le logo Glénat Comics, ce donc depuis le départ de Olivier Jalabert chez Dupuis. Mais pourquoi je voulais dire ça? Oui, donc c'est juste que Lady Mechanica, par contre, c'était un best-seller chez eux. Donc ce serait curieux qu'ils abandonnent en fait l'exploitation de cette série, parce qu'ils avaient quand même un vrai lectorat fidèle là-dessus. Donc je serais surpris de le voir atterrir chez quelqu'un d'autre, parce qu'en vrai c'était Thomas Rivière, il me semble, qui avait apporté ça juste avant que Olivier Jalabert arrive vraiment en tant que directeur de collection. Et je crois pas que quelqu'un d'autre ait envie de reprendre Lady Mechanica chez eux. Sex Criminals, c'était Glénat aussi. Sex Criminals, c'était Glénat Il aussi. l'avait pas fini? Non, pas du tout. Bon, ça, de toute façon, c'est impossible. Non, il y a plein. Il y a Arrow County aussi qu'ils ont arrêté au milieu. Il y a, il y a pas mal de séries, en fait. Je veux dire que Glénat était même à un peu, si tu veux, participer, mais c'est pas les seuls, parce qu'il y a d'autres exemples chez Delcourt ou chez Urban, hein, d'ailleurs. Mais en fait, ils ont participé à ce côté un peu, putain, l'indé, si c'est pas une intégrale qui sort directement, j'achète pas, parce que, en fait, je sais que je vais pas avoir la série complète sinon. Mais en fait c'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'en fait si t'attends l'intégrale, la suite viendra pas. C'est vrai. Donc voilà, mais bref, ça revient chez Urban Comics du coup. Et qu'est-ce qu'on aura chez Urban aussi cet été? On va avoir du GSA du Geoff Jones, ouais, de Geoff Jones, avec donc la suite de GSA Chronicles. Pour cette fois-ci on a vraiment Geoff Jones à l'écriture, c'est vraiment ses débuts chez DC Comics, et la suite de son univers The Unnamed, avec le Junkyard Joe, qui est vachement mieux que Geiger. Qui est mieux que Geiger. Vachement mieux, non, mais c'est bien. Enfin, c'est bien. Ça se lit. C'est déjà mieux que. Avec Gary Frank au dessin aussi. Toujours, et c'est toujours particulier si on est un peu moins fan de son trait moderne. Junkyard Joe, donc il avait été présenté dans les backups de Geiger, effectivement, comme une sorte de comic strip, vraiment à la aide-moi, du coup, Calvin and Hobbes. Ouais. Voilà. Non, pas du tout. Non, ça c'est vraiment un hommage à Snoopy, à Charles Schulz. C'est vraiment un hommage à Bill Watterson, et d'ailleurs ils sont cités dans les pages de postface, et même dans la BD, parce que en fait, je crois qu'à un moment donné le robot trouve des numéros de Snoopy. Disons qu'en fait c'est les comics qui existent dans l'univers de Geiger qui ont été inspirés par une histoire vraie dans cet univers, et en fait donc le comics Junkyard Joe raconte l'histoire vraie donc de ce soldat robot qui est devenu l'inspiration du comic strip. C'est ça, qui a fait la guerre au Vietnam au sein d'un bataillon, qui a sauvé la vie d'un jeune dessinateur / soldat noir qui est revenu au pays, lui a rendu hommage en écrivant du coup le comic strip. C'est comme si un soldat robot avait sauvé Jack Kirby à la bataille de Malbrook pendant que tout son régiment se faisait décimer, et qu'après il avait décidé d'écrire des comics avec un soldat robot ou alors Captain America sinon. Du coup. Peut-être. Parce que ça aurait été plus. Parce qu'il l'a pas. Non, mais il l'a créé. Attends, non, fais gaffe. Il l'a créé avant son régiment. Après, il a fait les. Il l'a créé avant la guerre, du point de vue des États-Unis. Ouais. Il a créé plein de trucs, hein, si tu veux. Les losers. C'est les losers de Jack Kirby, en fait, sont le bataillon. Exactement. Oui, ça, par contre, c'est réel. Mais je parlais parce qu'il y avait un soldat robot. Ça n'existe pas, les soldats robots dans notre monde. Captain America non plus. Hein? Captain America. Oh, on a dit que ta race un peu. La torche non plus. Spider-Man non plus. Enfin, il y a plein de trucs qui existent pas dans notre monde. Donc, c'est un peu mieux. On va faire une pause. C'est un peu mieux. C'est dédié donc aux vétérans de guerre, et les postfaces, justement, des numéros rendent hommage aux vrais mecs qui ont fait les vrais conflits, etc. Et voilà. Donc après, le robot retrouve le dessinateur et est poursuivi par les méchants qui ont créé le robot. Voilà. C'est un peu le géant de fer. C'est un peu, mais il est plein de trucs à la fois. Pas très géant, non, il est pas très géant. Mais parce que ce côté, c'est le robot qui parle pas. Enfin, si en l'occurrence, le géant de fer parle. Merde, mauvais exemple. Bref, bon, vous le lirez et vous nous direz. Exactement. De toute façon, on en parlera forcément quand John sera notre invité du podcast. Corentin, en juillet, qui c'est qu'on aura comme invité du coup? En juillet, Ramvé. Ouais, il y a plein de trucs en juillet en plus, hein, parce qu'ils ont pas mis que Ramvé. Non. Donc en juillet pour Ramvé, on aura plein de trucs. Aquaman Andromeda déjà. Ouais. Alors Graffiti's Wall, parlons de ça déjà pour commencer. Graffiti's Wall, qui est clairement en fait un truc qui sort
pour mettre en avant le travail de Ramvé en indépendant, qui a pas non plus 40 titres qui n'ont pas encore été faits déjà pour commencer, et aussi parce que c'est vraiment ce qui ressemble le plus à Layla Starr sur le marché contemporain, dans le sens où c'est toujours Felipe Andrade, c'est toujours C'est pas un Andarka? c'est toujours un Anderka. Merci. Tout à fait, bravo Arnaud Kikou, parce que je dis des conneries moi. Donc c'est toujours un Anderka qui a fait Blue and Green avec lui. Et effectivement voilà, c'est toujours l'Inde, c'est toujours Mumbai, avec un truc qui s'inspire un peu de la jeunesse de Ramvé, où il vit dans des quartiers populaires qui sont détruits par la mutation de la ville à l'aune du progrès économique, et lui qui, avec ses amis, va trouver un moyen de s'exprimer en taguant des murs. Voilà, c'est très joli, c'est très contemplatif, c'est très beau, et c'est un peu effectivement cette écriture un peu dépouillée et très sensible, très émotionnelle qu'il avait déployée pour Layla Starr, avec un A, n'est-ce pas, Arnaud Kikou. Donc oui, voilà, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Batman, Gotham Nocturne, qui sera traduit en France sous le nom de Batman Nocturne. C'est le détective comics de Ramvé. Exactement, qui est l'arc détective comics de Ramvé, qui raconte un petit peu comment Bruce Wayne devient un peu fou, voit des démons, dans une ambiance très pulp et très, baroque, entre Mignola, un peu Lovecraft, un peu Gaiman un peu, pardon, qui prend différents référents, voilà, qui sont assez ombrageux, une Gotham City qui retrouve sa parure années 40 et sa parure mystique. C'est une très bonne lecture aussi, d'ailleurs. Je ne sais plus qui c'est qui l'a dessiné. C'est Mike Perkins, non? Non, ça c'est Lois Lane. Je l'ai plus. Bref, voilà, donc c'est pas mal aussi. Aquaman Andromeda, donc on l'a déjà dit, c'est un chef-d'œuvre, il faut le lire, c'est super bien. Ouais, avec Christian Ward qui fait son Alien des fonds marins, quoi. Exactement. Si vous avez si vous avez écouté un podcast qu'on a fait récemment, acheté ensuite Namor, Voyage au fond des mers, lu et kiffé, eh ben c'est pour vous. C'est plus coloré, mais c'est dans les mêmes référents littéraires et fictionnels. Qu'est-ce que j'oublie? Il en manque un. Il en manque une. Justice League Dark, pardon. Yes. Donc les débuts de Ramvé chez DC Comics il y a maintenant 5 ans, qui prend la suite de James Tynion 4. Du coup, il y avait une super blague à faire à l'écrit, mais pas à l'oral. Ouais. Qui voilà, c'est bien, c'est la suite, c'est arthurien, l'équipe de la JL Dark, voilà, c'est pas son meilleur taf non plus, mais disons que c'est tout à fait lisible et suffit parce qu'en fait il y a des lettres qui font des phrases comme ça. Du coup, c'est lisible avec des cases, voilà, qui font des séquences d'action, des paragraphes qui font des dialogues qui font du coup un scénario. C'est plutôt lisible. Ouais, c'est plutôt lisible. C'est ça, ouais. En plus, si t'as des yeux, du coup, tu peux le lire. C'est ça. Donc, si vous avez des yeux, lisez-le. Voilà. Mais blague à part, c'est pas son, voilà, enfin, moi, je trouve pas ça exceptionnel. Mais c'était cool. C'était quand même cool de trucs. Et puis, de toute façon, ça participe de la logique, en fait, de vouloir mettre en avant un auteur par mois en mettant les travaux en mainstream et en indé, et aussi, du coup, en juin, d'où Powerbomb de Daniel fucking Warren Johnson. Le feu, voilà, on n'a rien à dire de plus que achetez-le, c'est trop bien. Enfin, moi, j'avais aussi à dire Greg Rucka, Lois Lane, Ennemi public. Oui, c'est la bonne histoire de Greg Rucka. Oui, c'est vrai que c'était très bien avec Mike Perkins au dessin. Ouais. Et si un jour Urban veut sortir le Jimmy Olsen Matraction, n'hésitez pas non plus. Tout le monde dit. Enfin, non, pas tout le monde, mais il y en a pas. Il y a plein de petits nerds comme toi là qui font. C'est hyper bien, putain. C'est invendable. L'écriture labyrinthique. Mais pourquoi on prend les gens pour des cons? Je veux dire, c'est invendable. J'ai moins connu que Lois Lane. C'est super. En tout cas, Lois Lane public, super polar, journalistique, super bien dessiné, super bien écrit, c'est génial. Greg Rucka, c'est le dieu. Et Duo Powerbomb, effectivement, de Daniel Warren Johnson, dont on avait parlé en Back Issues VO. Ouais. C'est l'histoire d'une jeune catcheuse dont la mère était une légende du milieu, qui va mourir lors d'un accident sur le ring à cause d'une cascade mal réalisée, et elle va, en grandissant, essayer de suivre les pas de sa mère, tout en étant aussi déprimée et morose que les autres héros et héroïnes de la bibliographie de Daniel Warren Johnson, mais une sorte de diable va lui proposer un marché de ressusciter sa mère en échange d'un super tournoi de catch. Tournoi très fantasque, évidemment, parce qu'il n'y aura pas que des humains qui vont participer. Donc voilà, c'est littéralement la suite de Murder Falcon sur le plan thématique, dans le sens où on affronte une situation de deuil par la fiction et par l'une des autres grandes passions de DWJ, qui n'est pas donc que métalleux, qui est aussi un grand fan de catch. En témoignent les prises de catch dans Beta Ray Bill. Sauf que là, voilà, c'est une vraie lettre d'amour à ce milieu, c'est une vraie lettre d'amour aussi à justement, c'est les gens qui font ce sport, qui est un sport très dangereux, où on meurt très jeune, où les cascades sont souvent très risquées. Effectivement, il y a des super vidéos à regarder sur internet par rapport à ça. Moi qui ne m'intéresse pas au catch, je connais beaucoup de choses grâce au fait que c'est un sport qui est très mal défendu aux États-Unis. Donc voilà, lisez, c'est super cool, et on ne le dira jamais assez, il faut encore une fois encourager les jeunes pousses que sont les Carrie Andrews, que sont les James Tocco, que sont les Daniel Warren Johnson, parce que c'est eux qui rendent ce marché intéressant, vivant et passionnant au présent.
Tout à fait. Et puis ce sera traduit par l'ami des comics. Eh ben, Qui est un passionné de sketch. Eh ben, c'est et bien, alors, ça. pour la petite anecdote, en plus, c'est parce que, figure-toi ce que moi je peux le dire, je m'en fous, mais secret de fabrication, mais en fait, c'est en écoutant le podcast fait le Super Friends avec le Comic des Comics, où on parlait un moment un petit peu de catch aussi, en fait, que l'éditeur a eu l'idée de lui proposer la trad de cet album. Donc voilà comment ça se passe. Voilà, plein de connexions. Super Friends lance des carrières. Exactement. Allez, Corentin, on continue maintenant, on passe du côté de la VO et grosse nouvelle, Robert Kirkman est de Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai commencé en fait à vouloir dire Robert Kirkman, mais en lisant le titre de la news d'après, donc du coup ça faisait un truc qui sûrement un bruit indescriptible que seul Lovecraft kifferait. Mais Robert Kirkman retrouve Lorenzo De Felici pour un nouveau titre ensemble. Les deux ont fait Oblivion Song. Lorenzo De Felici a fait Chroma ensuite sur 4 numéros en solo, et maintenant il se retrouve donc avec Void Rivals, donc une série qui doit lancer un univers partagé de comics. Est-ce que ce sera le prochain Invincible? Est-ce que ce sera le prochain The Walking Dead? Corentin, qu'en penses-tu? Bah, c'est pas vraiment un univers partagé, Walking Dead, en plus. Non, je dirais que ce sera, non, pardon, plus dans le sens, ouais. Est-ce que ce sera le prochain gros projet de long terme en comics de Robert Kirkman? Pardon. Je sais pas. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il est trop occupé à pas déjà être éditeur, à être promoteur pour ses adaptations, scénariste pour ses adaptations, producteur pour ses Je pensais adaptations. dire qu'il était promoteur immobilier de ça. Bonjour. C'est pas que dans l'immobilier, promoteur. Je sais, mais c'est une blague parce que tu vois Robert Kirkman qui est comme ça. ça, drôle, Arnaud. en train de mettre un panneau à vendre devant une baraque en bois de Stéphane merde. Plaza, C'est ça, voilà. Donc, c'est un peu le Plaza des comics. Alors oui, c'est l'histoire donc de deux planètes qui vont tomber dans un trou noir et qui vont se faire la guerre pendant très longtemps, et un jour deux pilotes des deux factions vont s'échouer sur une planète déserte et devoir apprendre à collaborer malgré leurs divergences et l'histoire très compliquée et conflictuelle de leurs peuples respectifs. Que te dire, moi Kirkman j'aime bien en général. Il y a vraiment que Firepower qui m'a vraiment agacé, parce que je trouve que le concept justement n'est pas assez poussé. C'est juste des gens qui effectivement lancent des boules de feu et il y a vraiment rien derrière. Alors que le mec qui me demande si il y a plein de trucs. Et par contre, tu vois, celui avec Felici qu'il avait fait juste avant, Oblivion Song, Oblivion Song, qui était super bien, qui était un bon concept, que je trouve qu'il tourne assez vite en rond quelque part, parce que moi je suis pas d'accord. Je trouve que chaque arc avait sa propre thématique et tout ça. Mais donc, en fait, par rapport justement, c'est compliqué sans spoiler. Ouais. On verra. Voilà, on en parlera quand ce sera fini. Enfin, quand ce sera fini en VF, c'est fini en VF. Le 5e tome, c'était le dernier ou c'était le 6? Je sais plus. Bon bref, il y a 5 tomes de sortie là. En tout cas, c'était très beau. Oui. Le concept était bon. Oui. Et là, effectivement, déjà, j'ai du mal à voir comment ça pourrait être un truc de très très long terme, parce que la SF. C'est pour ça, mais c'est pour ça que quand ils me disent que ça doit lancer un univers partagé, parce que ça va être un truc à la Radiant Black où en fait il y aura plein de petites mini-séries qui vont se greffer autour d'un truc qui sera peut-être pas aussi long que Radiant Black, parce que Radiant Black ça fait quand même 25 sur les factions, la guerre, un petit à la Warhammer quelque part peut-être. Tu suivrais un bataillon qui va faire une escarmouche, par exemple, ouais. Pourquoi pas, je sais pas exactement ce que ça va donner. Moi personnellement, Kirkman, comme je l'ai dit, généralement c'est une bonne plume. Il a aussi rarement lancé des projets sans avoir une idée en tête, que ce soit pour l'animation, la série télé, le jeu vidéo, le jeu de plateau, etc. Oui, surtout que Skybound maintenant c'est vraiment une boîte très qui pèse. Hein. Donc on peut se demander s'il n'y a pas à la clé une sorte de MOBA ou un jeu d'arène avec les deux factions qui se tirent dessus, enfin, ou un RTS, tu vois. Contest of the Void. C'est ça qui est compliqué avec lui, parce que même si c'est un mec qui se met au service de ses créations, on est obligé de se dire que c'est pas tout à fait innocent et que peut-être que tout ça est juste un prétexte à faire de la franchise. Mais moi, ça me dérange pas au demeurant. Après, faudra voir les premières planches, faudra voir la finalité, surtout. Quant à la question, est-ce que ce serait un truc de long terme, j'y crois peu. Honnêtement, je me demande si, en fait, ça l'intéresse encore de faire des trucs sur 10 ans, sur 15 ans, comme ont pu être fait Walking Dead, parce qu'il a un certain âge maintenant, parce qu'il a un certain carnet de chèques, il a plus besoin. Je le verrais plus produire, en fait, justement, des jeunes scénaristes, des jeunes dessinateurs, dessinatrices, pour prendre un peu la suite de son leg, de sa continuité à lui. Comme par exemple, ça peut être le cas avec Tilly Walden, tu vois, pour Clementine. Mais parce que c'est pareil, l'univers Invincible, tu peux encore développer sur plein de trucs. Hein. Tu peux même faire une longue préquelle de 100 numéros sur l'histoire des Viltrumiens et tout. Ça peut être très intéressant. Des Viltrumites, oui. Bon, ouais, on s'en fout. Mais ouais, traduit, il fait des noms pour la VF. Donc... Donc ouais, on verra bien. Après là, le concept tel que tu me le décris, tel que tu l'as écrit dans l'article, je trouve pas. Enfin,
il me faut plus pour. Je t'avoue que tant que je l'aurais pas lu, je serais pas plus saucé que ça. Après, je suis juste content sur le principe de revoir Kirkman et Lorenzo De Felici qui reviennent ensemble. Tu vois, c'est plus ça qui fait kiffer. Notamment parce que dans tous les podcasts dont on va en parler, je pourrais faire Lorenzo De Felici. Et ça, c'est la famille. J'aimerais bien par contre voir le film Oblivion Song parce qu'il y a surtout maintenant que Avatar 2 est sorti. Oui, en le plus. fameux. Ouais. Ouais, mais ça peut être bien. Tu vois, visuellement, ça peut être cool. J'ai pas de... Ambitieux. Peut-être que maintenant que The Last of Us, la série est sortie, ils vont se donner les moyens. Il y a quand même des plus gros monstres que dans The Last of Us. Hein. C'est vrai. Ça peut... Ils ont des trous à la place de la gueule. C'est ça. Allez, Corentin, on continue. Le grand retour de Murder Inc. et de Brian Bendis chez Dark Horse qui donc poursuit ses créations dans le Jinx World. Oui, ça, j'ai jamais compris pourquoi il appelle ça un world alors que les séries ne sont pas connectées entre elles, mais c'est pas grave. Pour l'instant, c'est comme les Miller World. Oui, c'est depuis 20 ans. Tu crois que c'est pas connecté, puis dans 10 ans, il va te faire un énorme crossover. Ouais. Voilà, oui, ils seront tous à travers des portails dimensionnels. Ça sera voilà. Jinx Game. Donc, Murder Inc., c'est un peu la réponse à Powers. À Powers, tout à fait. Arnaud, tu veux en parler? Non. Mais... Voilà, t'as lu Powers? Je peux paraphraser ce que t'as écrit dans l'article. Dans le sens où, effectivement, Powers, c'est les flics, dans un monde où il y a des super-héros et on suit les flics. Et Murder Inc., il n'y a pas de super-héros, mais on suit la mafia. Et donc, c'est un monde dans lequel, effectivement, les grandes familles mafieuses, la Cosa Nostra de chez vous, c'est la Cosa Nostra, c'est Sicile, c'est pas Italie, par contre. Parce que la Sicile, c'est en Espagne. Mais la Sicile, c'est la Sicile, c'est pas l'Italie. Dis surtout pas un Sicilien qui est italien, toi, t'es ouf, toi. Toi, tu tiens pas à ta vie, toi. Au niveau administratif, ça appartient bien à la... La Sicile, c'est pas italien? Vas-y, bah non. Mais c'est comme la Corse avec les Français, c'est juste des... Mais voilà, tu dis pas un Corse qu'il est français non plus. Ah bah si, tu dis un Corse qu'il est français aussi. Ah non. Ah tu dis un Corse qu'il est français. Mais toi, tu tiens pas à ta vie, toi. Alors, j'ai une Corse, je te préviens. Donc, la mafia italienne, sicilienne, italo-sicilienne. Il est fou. Il est fou. Donc, n'a pas perdu son pouvoir et l'assise politique qu'elle avait pendant la Prohibition. Et dans le présent, a fini par devenir... par faire société, par faire État, en fait, a décidé, en fait, de contrôler le pays, les États-Unis. Donc, United States of Murder Inc., ça veut dire ce que ça veut dire. La mafia dirige les États-Unis. Et donc, on va suivre les aventures d'un made man, d'un affranchi, comme on dit, donc un truand qui s'est hissé jusqu'au cime un peu aristocratique de la mafia, puisque dans la mafia, quand vous avez fait vos preuves et que vous avez la confiance des parrains, on vous affranchit, c'est-à-dire qu'on fait de vous une sorte de chevalier mafieux. On peut plus vous tuer comme ça, on peut plus vous éliminer, vous pouvez pas être rafalé pendant une guerre de gang, vous avez le droit de vie ou de mort sur vos hommes, etc. Donc ce personnage-là va faire cause commune avec une assassine, Jagger Rose, qui est donc l'héroïne de cette nouvelle mini-série qui est annoncée chez Dark Horse, qui elle voilà est un peu une blagueuse, un peu sexy, un peu provoque à la Bendis. Relisez les premiers tomes de Murder Inc., vous verrez que c'était un peu une époque où on s'en foutait justement d'écrire des personnages féminins qui sont écrits par des hommes. Pour dire ça simplement. Moi, je me mange des comics en ce moment, mais entre ça et Jeff Lobb, j'ai vraiment des blagues de cul partout dans les comics que je lis en ce moment, c'est super. Donc là, évidemment, on n'est plus chez Icon où la série avait été lancée, on n'est plus chez DC où la série avait été poursuivie. On est donc chez Dark Horse qui a récupéré une partie du Jinx World en attendant justement de voir si Bendis voudrait pas monter sa boîte à lui ou quoi. Donc ça continue, c'est bien pour ceux que ça intéresse. Moi, j'avoue que c'est pas l'univers qui me passionne le plus chez Bendis, c'est bien, mais c'est pas assez développé, contrairement à Powers qui a vraiment eu beaucoup de volume. Et le concept tourne très vite en rond. Après, ça reste joli, c'est du beau Michael Avon-Oeming. Là, c'est une série pour explorer un peu le passé de l'héroïne principale, donc pourquoi pas. Et voilà. Ouais. Et donc, effectivement. Ça t'intéresse, toi? Non, pas plus que ça. T'aimes bien Bendis, non? Bah, ça dépend, j'aime bien. Ça dépend de ce qu'il écrit. Bah, le Bendis de DC des dernières années, non. Après, c'est vrai que dans le milieu, Pearl, c'était vachement bien, qui s'intéresse aussi au milieu de la mafia, enfin, plus des Yakuza d'ailleurs, et au milieu du tatouage, donc c'est encore un peu très différent. J'aime bien, ça dépend des articles avec lesquels il collabore. J'avais lu, le United States of Murder Inc., quand c'était sorti chez DC, du coup, je sais plus dans quel label, Jinx World, hein, du coup. Avec Avon-Oeming, et ça c'était plutôt pas mal quand même. Faudrait que je les relise par contre parce que j'ai plus trop en souvenir, mais je garde un bon souvenir de la chose. Donc si j'irai regarder un petit peu quoi. Et la Sicile du coup effectivement ça appartient à l'Italie, mais c'est une région autonome. Ah, comme la Corse bientôt du coup. Bah du coup plus autonome que la Corse par rapport à la France. Ouais, clairement. mais, mais c'est pour ça que pour moi c'est Gérald il l'a dit. Pour moi limite c'est un autre pays quoi. Allez Corentin, du coup ils parlent la même langue quand même. Battle Chasers, oui c'est vrai. Ils des pâtes, ils regardent le foot, ils ont des Marcel, des Vespa, des croix de Jésus.
C'est bon, t'as fini Ils sont poilus, ils perdent leurs cheveux très tôt. Ouais, t'as fini avec tes clichés ou comment ça se Je passe suis d'origine italienne, je m'en fous, j'ai le droit aussi. Frère. T'as pas le monopole. Hein. Maquet. Waouh. J'ai un peu honte pour ma patrie là, mais bon. C'est pas grave. L'Alsace, j'ai rien dit. La jolie douille de Battle Chasers 10, Corentin. T'as écrit ça dans le programme? J'ai écrit ça comme ça. Bah alors explique-moi pourquoi t'as écrit ça. Arnaud. Parce que c'est toi qui dis que c'est une douille. Non, j'ai pas dit que c'était une douille. Parce que Battle J'ai dit que Chasers, c'était une disquette, parce c'est pas que pareil. Battle Chasers a voix son 10e numéro qui est annoncé depuis 10 ans en continu. 10 ans? Plus. 20 ans? 20 ans. Donc, série de Joe Madureira qui va bien reprendre, mais sans Joe Madureira au dessin. C'est ça. Donc, Joe Madureira, qu'on a considéré comme un prodige du dessin pour les Uncanny X-Men, pour Avenging Spider-Man, pour Ultimates 3 avec Jeff Loeb. Un dessinateur qui prend beaucoup d'influence dans l'animation japonaise et qui, voilà, est connu pour des proportions ultra exagérées, très cartoony, très, très jeux vidéo aussi quelque part. Très Capcom, un peu, voilà. Enfin, bref, vous voyez un petit peu de quoi il en retourne. Avait commencé une série avec une esthétique qu'il appelait Arcade Punk chez Wildstorm en 98. Et la série était mise en pause au bout de 9 numéros, à l'époque en septembre 2001, donc peut-être que ça avait à voir avec les attentats, je ne sais pas. Il avait dit, je prends un peu de repos et puis je reviens. Entre-temps, il a monté Vigil Games, donc la structure qui a fait les jeux Darksiders, et il a en fait mis en pause sa carrière de dessinateur pour se consacrer exclusivement à Vigil Games, qu'il a quitté, je crois, peu de temps avant Darksiders 2. Puis après, petite traversée du désert, il a monté ensuite Airship Syndicate pour adapter Battle Chasers en jeu vidéo, qui était sorti en 2017. Voilà, et à l'époque, donc il nous dit, on est en 2015, quand il annonce le Kickstarter, il dit, alors déjà, après avoir dit plusieurs fois, je vais revenir, je n'ai pas oublié Battle Chasers, on aura une suite, il y a des projets peut-être de séries, etc., etc. Finalement, quand il fait le Kickstarter, il dit, dans les pledges, dans les rewards, il y aura effectivement des comics, la suite, donc le fameux Battle Chasers 10. Mais ça ne sort pas. Donc là, les années passent, et les backers commencent à se dire, bon, on connaît Joe Madureira, il est lent, c'est normal. Tant qu'il n'a pas dit qu'il allait arrêter, on continue d'espérer. Bon, après 2021 arrive, et là il dit, en fait, il va sortir le numéro, mais c'est pas moi qui vais le faire. C'est un artiste de mon studio de jeux vidéo qui s'appelle Ludo Lulabi, qui est donc un artiste français basé à Lyon, qui va en fait s'occuper des dessins. Ça, c'est quand même cool. Ouais, c'est très cool. Il vénère. Non, mais moi, je suis pas fan de Joe Madureira, donc je suis pas frustré ou quoi, tu vois, mais c'est cool parce que on est français et que ça fait une interview à débloquer facilement, parce que ça fait rayonner le produire français. Très bien, super. Par contre, si t'as attendu 20 ans et que tu es fan de Joe Madureira, tu peux légitimement te sentir un peu floué, surtout quand il avait mis les comics en rewards sur son Kickstarter, il avait bien dit que c'était lui qui les ferait. Il avait pas dit à aucun moment qu'il serait remplacé par un autre dessinateur. Ou alors j'ai raté le communiqué, dites-moi dans les commentaires. Mais donc voilà, ça veut quand même dire que et pour en revenir à l'actualité, effectivement, il a annoncé là sur les réseaux que le numéro arrivait enfin au mois de juin, que comme prévu, ce serait le début d'un arc en 3 parties. Oversize à 32 pages pour le premier numéro avec Ludo Lulabi. Donc on voit les premières planches qu'on avait vues il y a 2 ans. On imagine que s'il les a pas sortis il y a 2 ans, c'est parce qu'il voulait vraiment que Lulabi finisse les intérieurs sur les 3 numéros pour être sûr de pouvoir tenir la cadence ensuite. Encore que j'ai pas vu si les numéros si le numéro 11 était sollicité pour le mois de juillet, du coup. Je pense que non. C'était pas marqué dans le communiqué. Non, c'était pas marqué. En parallèle, en fait, ils sortent ça aussi parce que c'est les 25 ans de Battle Chasers, donc 9 numéros en 25 ans. Ouh, c'est rentable. Et voilà, donc on a vu, parce qu'on a beaucoup d'amis, en fait, qui sont, Fadiga, Sigrist, voilà, qui ont plein de potes qui sont fans de Battle Chasers. Moi et Arnaud, vous le savez, c'est pas notre culture. Même Joe Madureira en général, c'est pas notre culture, parce que je pense qu'il fallait être là à ce moment-là, en fait. Des jolies couvertures pour Rebirth que j'avais prises. Voilà. Voilà mon rapport à Joe Madureira. T'as rien lu de lui, du coup, toi? Non, je pense pas. Non. Ouais. Moi, j'admets que c'est pas mon école de dessin, et je pense, comme je le disais, donc il fallait être là. Après, j'ai adoré comment c'était en fait une révolution artistique dans le paysage des années 90, parce qu'il est vraiment considéré comme un prodige. Darksiders, le premier, j'adore la 2 à part. Ouais, mais le 2 est très bien aussi, hein. C'est un très bon jeu. Un peu moins bien, mais. Moi, j'aime bien les deux. Voilà. Mais maintenant, si tu veux, la question c'est parce que quand on avait fait la news il y a 2 ans, il y a quand même quelques personnes qui disaient effectivement, bon, là, par contre, frérot, 20 ans d'attente et t'as même pas trouvé le temps de faire un numéro en dessin. Genre, si j'ai 32 pages, tu vois, s'il dessinait une case par jour en 20 ans, il aurait eu le temps de faire un TPB, tu vois. Donc effectivement, c'est un peu frustrant, un peu décevant. Moi, j'admets que ça me fait un peu rigoler parce que, sans vouloir vexer qui que ce soit,
Ne comprenant pas l'engouement de Joe Madureira, je me dis, est-ce que c'est vraiment le coup d'investir autant de temps et d'énergie pour un mec qui clairement a décidé que les comics, il s'en foutait complètement. Et de fait, hein, il s'en fout, tu vois. Donc là maintenant, il fait les numéros pour en terminer avec ça, à mon avis. Peut-être aussi, il le dit d'ailleurs dans le communiqué, parce que maintenant qu'il y a la série télé qui a été signée et qui peut-être, on peut même prendre ça comme une sorte de signal qu'elle est toujours en cours, hein, parce que c'était pas tout à fait récent l'annonce de la série télé, que le jeu vidéo a plutôt bien marché a priori, en tout cas suffisamment pour que sa boîte reste en vie. Moi d'ailleurs, je suis assez intéressé par l'idée de faire ce jeu vidéo pour voir si ça poursuit l'histoire, justement, parce que j'imagine qu'il y a un scénario dedans. Ou alors si c'est juste l'adaptation des 9 numéros et que le jeu s'arrête pile là, c'est bien pour faire chier. Ce serait génial. Mais donc voilà, en tout cas, on est obligé d'en parler parce que c'est un grand événement pour la planète comics, parce que Madureira et ses fans existent. Et on ne veut absolument vexer personne. Vous avez tout à fait le droit d'adorer Joe Madureira. Et nous, voilà, comme on n'était pas là à ce moment-là, probablement qu'on a tort. Hein, probablement que c'était effectivement grand à ce moment-là. On ira voir si on peut essayer de croiser Monsieur Lulabi, qui fait de très jolis dessins, effectivement. Moi, limite, je trouve ça plus joli, en fait, que les numéros précédents de Battle Chasers. C'est plus coloré, ça assume une posture plus animée, justement, enfin, plus dessin animé, notamment au niveau de l'utilisation des couleurs. Pour la suite, au niveau scénario, ça va parler de l'épéiste Garrison, qu'on avait déjà vu avant, dont le passé mystérieux sera lié à Red Monica, qui est la belle jeune femme à chevelure rousse, que vous voyez sur la couverture. Voilà un univers qui fait effectivement très animé, qui fait effectivement très esprit un peu Capcom, Darkstalkers des années 90-2000. Donc si vous n'avez jamais découvert Battle Chasers, c'est peut-être le moment de vous y mettre. Et si jamais vous voulez essayer de choper le jeu vidéo, je crois qu'il est disponible un peu partout, même sur Switch, donc n'hésitez pas. Ouais. Tout voilà. À fait. Merci. Arnaud, un avis? Merci Corentin, 0 avis là-dessus. Très bien. Absolument 0. Eh ben super. Faudrait que je le lise, tiens. Pour un podcast. Ouais, pour un podcast par exemple. Ouais. Je sais même pas si c'est dispo en VF. Oui, c'est dispo. Il y a merde. Ça n'a pas été réédité depuis 20 ans aussi, ce truc alors. C'est possible. Mais attends, c'était pas Réflexion qu'il avait. Une boîte comme ça spécialisée années 90 qui en avait fait un tome, mais c'était pas récent par contre. C'était pas récent du tout. Mais ça a probablement été réédité maintenant, et puis j'imagine que ça doit plus valoir si cher que ça maintenant. Enfin, l'engouement de Jomad est un peu passé, quoi. Non? Que tu avances sur un terrain miné là, monsieur moi Corentin. Qui ai écouté pendant très longtemps les anciens podcasts de Comics Blog, je sais qu'à l'époque, Joe Madureira, son retour était attendu comme le Messie, notamment par Sullivan et tout. Oui, et effectivement, il a une vraie fanbase énorme. De ceux qui ont grandi avec aussi, quoi, forcément. Ouais, mais qui sont prêts à lâcher de la thune, tu vois. Si tu fais j'allais dire un Urban Limited, non, mais si tu fais une grosse édition bien de une artiste édition, je pense que si c'est possible, je sais pas si c'est possible, parce que je sais pas l'état des planches de Mad, mais genre, j'imagine que si tu faisais une artiste édition de son Battle Chasers, oui, ça se vendrait cher. Et ça se vendrait bien. Allez, Corentin, on passe du côté du mainstream. Une news, on est paritaire. Une news pour DC, une news pour Marvel. Du côté de DC, c'est l'event estival Night Terrors. Qu'est-ce que ça va être que ce truc fomenté par Joshua Williamson, le monsieur event de DC Comics depuis maintenant 2 bonnes années? Alors, c'est l'histoire. Donc déjà, première nouvelle, la Justice League revient. Avant la date prévue de la rentrée, puisque l'événement commence en juillet. C'est juillet-août. Oui. Donc la Justice League c'est un pré-retour, quoi. C'est un pré-retour. On n'est même pas sûr d'ailleurs que ce soit dans le présent ou le canon du présent. C'est pas évident du tout, puisque c'est vraiment un délire qui se fait. La JL donc revient et dans le Hall of Justice trouve un cadavre d'un personnage qui n'est pas nommé. La personne qui aurait tué ce héros ou cette héroïne anonyme ne viendrait pas du monde des vivants ni du monde des morts, mais du monde des cauchemars qui se trouvent par-delà tous ces petits plans de réalité. Donc la Justice League va devoir aller dans le monde des cauchemars. Et pour ça, elle va se faire aider par Deadman, qui, de fait, qu'il voyage entre les mondes lui-même, pour leur servir de guide. Et sur place, évidemment, on va se confronter à tous les cauchemars de la Justice League dans différentes mini-séries en 2 numéros, à la convergence. Attends, attends juste 2 secondes. C'est un événement qui dure pendant 2 mois et avec des mini-séries en 2 numéros, donc c'est vraiment à la convergence. Je suis juste en train de m'endormir devant le pitch soporifique de ce truc, quand même. C'est pas captivant, très honnêtement. Ça fait crossover estival forcé qui n'aura aucune conséquence. C'est très évident. C'est même limite un peu contradictoire. Je ne dis pas que je voulais qu'il ramène l'univers du Sandman de Neil Gaiman dans le canon, hein, parce que Scott Snyder s'en est déjà occupé, il fallait pas. Mais il y a un univers des cauchemars et des rêves qui existe déjà dans la mythologie DC, et on ne s'en servira pas. De même que ça fait très penser à Batman Metal, tu vois, enfin. Ouais. C'est vraiment ce genre de conneries. Quand tu vois les designs, parce que donc t'as des couvertures aide-moi, le mec qui plagie tous les artistes de la Terre. Oui.
Je l'ai plus là, mais Bah, oui. c'est oui. lui qui a fait les covers de Marvel Zombie d'ailleurs à l'époque. Ah oui, Suidam. Artuidam, c'est pas lui du coup. Mais bref, mais vérifie l'article si tu veux bien. Si tu veux bien, Arnaud, maintenant. Francesco Mattina. Exactement, je le savais que tu l'avais en toi. Francesco Mattina, donc, qui a fait des couvertures où on voit les 3 personnages de la JL face à leur pire cauchemar, et honnêtement, je me demande qu'il les a pas fait sur Midjourney. Je te jure qu'on dirait de Midjourney Art, vraiment, quoi. En plus, ça correspond pas, parce que Batman, sa pire crainte, c'est dit dans le communiqué, encore une fois, mais c'est la mort de ses parents. Et là, on le voit affronter une sorte de monstre, un peu chauve-souriesque, voilà. Bon, très honnêtement, moi, je m'intéresse plus au personnage d'essai dans la continuité que dans les events. Là, Lazarus Planet, il est encore un peu tôt pour tirer un bilan, mais très honnêtement, c'est pas captivant. Il y a peut-être moyen d'en faire un truc utile dans la continuité, mais l'univers d'essai se reconstruit en ce moment même, et il y a des séries qui sont intéressantes. Nightwing, c'est génial. Probablement que le Shazam de Mark Waid sera génial aussi. Mais là, on n'a pas besoin, en fait, de faire de l'event systématiquement, surtout quand il y a si peu de motifs pour les justifier. À part faire des tie-in à la con, là, ça sert à rien. Ouais. Donc moi, très honnêtement, je suis pas emballé. Et toi, je sais pas, Bah, t'es emballé? pareil, ça me dit rien du tout, quoi. Ouais, non. Bah, juste sur la formule de publication qui fait effectivement comme Convergence, avec des ensembles d'histoires en 2 numéros, mais effectivement, c'est ce que tu as dit avant, tu sais que ça n'aura aucune conséquence. Et je veux dire que nous, ça fait 10 ans qu'on lit de façon assidue et qu'on planche sur DC Comics. Je veux dire, c'est bon, ça fait berner par Convergence, justement, par tous ces trucs en 2 numéros. Et celui-là, j'aurais presque envie de dire, on ne nous y reprendra plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais surtout que c'est con. Et en parce plus, que- le concept, ils affrontent les mondes de leur cauchemar. Et c'est bon, j'ai eu Metal et Dark Metal. Hein. Ouais, c'est ça. C'est Mais ce qui est con, c'est que justement, bon, déjà, effectivement, ça fait redite par rapport au Dark Multiverse, bah, mais bien sûr. Attends, ils ont fait des numéros, ils ont fait les Tales from the Dark Multiverse, quoi. C'est bon, on les a C'est eu, ça, les c'est cauchemars exactement dans ça, tous les voilà. sens. Tout à fait. Sauf que là, c'était que Batman. Ouais. Voilà. Bah, oui, non, parce qu'ils reprenaient des events d'autres personnages aussi, quand même. c'est Hein, vrai. donc, Mais enfin, là, tu vois, ce qui est con, c'est que Williamson, jusqu'ici, il avait l'intelligence de penser ses events par rapport à la continuité. C'est que lui s'inscrivait vraiment dans le suivi de Crisis, Final Crisis, Multiversity. Alors que là, tu te demandes vraiment si c'est ça la nouvelle virgule de l'univers DC, ou si c'est le nouveau grand chapitre. Surtout dans une année de relaunch, où il faudrait mettre un peu... parce que justement, tu vois, ils peuvent pas refaire une Crisis ou un vrai truc très important, donc ils disent, bon, mais il faut quand même le blockbuster de l'été, détente, machin. Donc, Ah ouais, mais c'est con, parce qu'en face, t'as Marvel qui sort Fall of X, qui a priori va être utile, un autre événement dont on va parler qui va être capital, et les tétrachiers d'events par-ci par-là. Capital, c'est une émission de télé sur c'est ça. Non, non, bon, bah si. ça vaut pas le coup. Arnaud. Oh bah. Oh bah si. Tu vends ta dignité à pas cher. Oh bah, j'en ai jamais eu. Ouais, t'en as plus, tu veux dire à force. On t'a tout pris. Donc, nul. Bah franchement. Mais je m'en remets pas là. Mais Je suis estomaqué. oh là là. Je suis vide. Alors, Passons à la suite. bah oui, bah justement de Jonathan Hickman qui retrouve Brian Hitch. Ah non, Arnaud, la suite c'est Contest of Chaos. Non, je l'ai enlevé. Non, mais je sais, je rigole. Parce que oui, Ils vont se tabasser, les héros Marvel vont se tabasser. Oh là là, mon dieu, il y a le chaos. Super. non, mais dans des annuals, quoi. C'est leur série numéro 1, c'est bon. Ouais. Ça fait pitié. Franchement, ça fait trop pitié. Quoi. Mais parlons des bonnes choses. Ça pue l'artificialité, ça rend fou, quoi. Parlons des Après, bonnes choses, Arnaud. Allons-y. Oui, donc Jonathan Hickman et Brian Hitch qui font Ultimate Invasion. Et oui. Donc le grand retour de l'univers Ultimate. Exactement. Et ça, quand même, c'est juste fou. À croire qu'il y a des trucs qui veulent pas mourir. Hein. Mais c'est vraiment ça, c'est les comics aussi. Rien ne meurt jamais en comics, en vérité. Bah non. Sauf Gwen Stacy. Et l'oncle Ben. Et encore. Ouais. Donc, pour résumer, alors, comment est-ce que je peux spoiler l'univers Ultimate? Je sais pas, Qu'est-ce que t'en penses? bah je sais pas, on est en 2023, ça fait quand même 8 Mais tout le ans monde l'a abandonné pendant un moment l'univers Ultimate. que 8 ans que Secret Wars a mis fin à l'univers Ultimate quand même, donc je pense qu'il y a prescription, quoi. D'accord. Alors, pour vous résumer l'univers Ultimate, donc vous avez Spider-Man, les Ultimates qui sont les Avengers, les X-Men et les Fantastic Four. Fantastic Four qui sont lancés par Bendis et par Millar au début. Ouais. Warren Ellis reprend ensuite. Ensuite, Millar revient. Il y a un petit arc avec Millar qui revient où il invente donc les Marvel Zombies. Tout à fait. Mike Carey fera le gros de la suite et la série s'arrête. Ou une blague avec Mike Carey, Arnaud? Non, rien. Non, jeu de mots carré, c'est pas très carré, je sais pas. Non. Vas-y. Non, Tu te retiens là, ça se voit, non, t'as l'air bien là. Non. D'accord. Donc après ça, les FF vont évoluer, on va dire, un peu séparément.
jusqu'à l'arc Ultimatum, donc de Jeff Loeb et David Finch. David Finch, ouais. Un arc très connu pour sa violence, sa bêtise, la grande bêtise et la grande violence qu'il a générée et qu'il a vraiment du coup fait arrêter beaucoup de gens. C'est pour ça que j'ai peur de vous spoiler ce qui se passe ensuite, mais il est important pour comprendre qu'après celui-là, les FF vont se séparer. Parce que, en fait, Reed Richards, voyant que, donc, il y a une vague de flotte qui attaque New York et qui tue beaucoup de héros, Richards pense que c'est Namor, et plutôt que de rester avec les siens pour essayer de sauver New York, va aller chercher Namor et lui vautrer la gueule, pendant que Sue Storm est dans le coma. Donc elle va assez mal le prendre, on peut comprendre, et elle va le quitter. Donc après ça, en fait, dans un arc, donc dans 2 trucs qui s'appellent Ultimate Enemy et Ultimate Doom, prenez des notes. Brian Bendis récupère du coup cette idée et pose en fait le principe que en fait Reed Richards depuis le début c'est pas forcément un personnage positif, et effectivement dans l'univers Ultimate il est plus calculateur, il est un peu plus neutre, il est plus aventureux, ça le gêne moins en fait de risquer de détruire l'univers s'il peut faire une expérience et tout. Et là il a eu une vision où il se dit que alors ça sera expliqué plus tard en fait que Kang la conquérante est venue le visiter pour lui dire que l'humanité allait finir par être détruite. Il se dit qu'il faut qu'il s'allie avec des aliens ou avec n'importe quelle faction, s'il peut le faire, pour faire évoluer la Terre et permettre qu'elle survive à l'apocalypse. Et ça, c'est la naissance du Maker. Voilà, le Maker que vous avez pu retrouver dans les pages de Venom de Donny Cates depuis. Le Maker, c'est le Ultimate Reed Richards qui a vrillé et qui se dit, je vais créer l'espèce humaine du futur pour que quand la menace qui va arriver, on soit prêt à lui poutrer la gueule. Le problème, c'est qu'en parallèle de ça, il y a donc les Illuminati, les incursions, et on s'aperçoit qu'en fait, les terres du multivers commencent à s'entrechoquer entre elles. Les réalités, en fait, en général. Et que, si une terre n'est pas détruite, les deux, en fait, en s'entrechoquant, s'auto-détruisent. Donc là, il va y avoir Time Runs Out de Hickman, où, en fait, l'univers Ultimate et l'univers Marvel 616 vont se tabasser. Ce qui, après, va mener à la destruction globale du multivers, et où Doctor Doom, en prenant des morceaux du multivers, va créer un Battle World, un nouveau Battle World, qui va être le lieu de bataille de Secret Wars. Secret Wars, effectivement. Alors, à la fin de Secret Wars, Reed Richards principal, le vrai Reed Richards, après avoir été aidé par le Maker, va restarter le multivers. Et avec son gamin, qui est donc, ça je vais pas vous... Franklin. Voilà, il crée des réalités, on va dire, il crée des univers. C'est pour ça qu'en fait, entre 2015 et 2018, il y avait plus de séries Fantastic Four, parce qu'ils étaient justement partis réparer et recréer le multivers. Tout à fait, effectivement. Et ça, justement, on reprend avec Dan Slott à ce moment-là. Donc, l'univers Ultimate, théoriquement, a été restarté. On savait que c'était le cas, on le voyait pas forcément. C'est juste qu'il disparaissait des publications. Exactement. Et que Marvel, qui ne comptait plus publier dans cet univers-là, avait dit, on va prendre une sorte d'arche de Noé, avec les survivants qui nous intéressent, et on va les ramener sur 616. C'est le cas de Miles Morales. Et donc, il va falloir un petit peu leur gommer... C'est tout, d'ailleurs, non? Je crois qu'il y a d'autres, des civils. Parce que Spider-Gwen, c'est de Earth 65, donc c'est pas la même. Ouais. Non, mais je sais plus exactement, je t'avoue là, parce que c'était un peu confus, comme tu dis, ça fait un petit moment. Mais donc, Miles Morales, qui, je crois pendant un moment, d'ailleurs, ne se souvient plus qu'il vient de la Terre Ultimate, alors que le Maker, lui, traverse, mais il garde ses souvenirs. Et donc, le Maker existe sur 616, et c'est lui qui va venir en aide à Eddie Brock et à Dylan Brock pour comprendre et analyser ce qui se passe avec le symbiote de Venom quand Null arrive. Sauf que lui, en fait, son but, c'est aussi d'étudier le Venom symbiotique, enfin, le symbiote de l'univers Ultimate, qui, a priori, grâce à une nouvelle retcon, permet le passage entre les dimensions. Et donc le Maker se vêt du symbiote et peut revenir sur Terre 1610, la nouvelle Terre 1610. Il arrive au milieu de New York, à Times Square, et il voit que la Terre est un peu en ruine, et qu'un écran géant montre, pose la question, donc un écran de télé, où sont passés les Ultimates. Et on voit que c'est Captain America, on voit que c'est les premiers Ultimates, en fait. Donc on se dit, ça a été vraiment restarté. Et donc là, le Maker demande conseil au conseil des Reeds. Et voilà le début de Ultimate Invasion. Le Maker va aller voir Miles Morales et lui dire, sur notre Terre d'origine, il se passe un truc, et il y a que toi et moi qui, étant du coin, avons la légitimité pour aller le résoudre. Voilà. Et donc c'est la conclusion, la suite, le retour, le nouveau chapitre d'un truc qui est vieux de 20 ans. Ouais, mais parce que tu pensais qu'en plus que Hickman en avait fini, si tu veux, avec son multivers. C'est lui, ce que je vous ai décrit, c'est lui, Time Runs Out, Secret Wars et tout. Non, mais c'est que tout le monde disait qu'en fait Secret Wars c'était son chant du cygne et que c'était son adieu à Marvel. Bon, en fait, pas du tout.
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Bon, on l'a vu déjà avec les X-Men, mais surtout qu'en fait, non, il a quand même, en fait, même cette grande saga qu'il a instillée sur des années, en fait, bah, il continue de la faire, quoi. Et c'est ça aussi, c'est comme tu viens de le dire, en fait, quand Hickman va sur un truc, c'est rarement pour un petit projet isolé. Donc là, on peut imaginer que c'est le nouveau chapitre de sa saga chez Marvel, en fait. Comment ça fait que ça a duré 2 ans et demi? Bah, c'est le truc du Solve Everything, c'est toujours la problématique de Reed Richards qui a jamais réussi à tout réparer, quoi. Oui, exactement. Donc, D'ailleurs, bah, c'est FF après qu'il a fait avec 616, enfin en parallèle, qui était extraordinaire d'ailleurs, avec Franklin, Galactus, les Celestials et tout, le Conseil des Rides. Une idée à lui, hein. Mais son Hickman, j'ai eu du mal au début parce qu'effectivement, il a cette écriture très ciselée, très chirurgicale. Mais en fait, quand tu vois comment il construit ses univers, c'est un vrai world builder. Et donc là, il peut pas revenir sur Ultimate juste pour un arc en mode nostalgie. En plus, il ramène Brian Hitch, tu vois, le mec qui a commencé les Ultimate avec Millar. Il y a un truc symbolique, tu vois. Bien sûr, c'est pas innocent. Et donc, on est forcément obligé de se poser la question parce que lui, dans l'interview où il en parle, il dit Marvel m'a dit, ça te dirait pas Univers Ultimate de revenir. Et il dit oui, mais est-ce que ça aurait un intérêt de relancer ça là où on l'a laissé? Ou est-ce qu'on n'aurait pas envie justement de refaire ce qui était vraiment l'univers Ultimate au début, c'est-à-dire un regard neuf sur les héros de Marvel et une façon différente de présenter les problématiques et tout. Et donc si c'est le cas, peut-être que je m'emballe un petit peu. Puis je pense pas que Marvel va recréer une ligne Ultimate. Toi t'es chaud, toi t'es tellement chaud, ça se comme voit. avant. Mais tu te retiens d'exulter là. Les Ultimate Comics Ultimates avec le Maker, Ouais, tu vois, moi c'est vraiment c'est l'heure du chef-d'œuvre. Hein, non mais vous voyez, voilà. Et Sadri Beach, putain. Là vous pouvez y aller. Nous, parfois, on blâme comme ça, on vanne sur les nostalgiques des années 90 ou 80, je sais pas quoi. Ça a moins de 10 ans, ça, je t'emmerde. Là, regardez-le. Mais attends, on est des nerds, on n'est pas des nerds, merde, faut kiffer un peu quand même. Bah, on est des milléniaux, ouais. Et en l'occurrence, ouais, c'est vrai que, bah, comme beaucoup de gens, moi, j'ai mon commencé premier Marvel, contact. j'ai pas commencé Marvel, mais. Bah oui, non, mais bien sûr qu'un de mes premiers contacts conscients avec les comics, c'est Ultimate Comics Spider-Man, quoi. Enfin, mais voilà, c'est ça, Ultimate Spider-Man. Moi, c'était Daredevil de Bendis, puis après, j'avais bifurqué vers Ultimate Spider-Man. Les Ultimates de Millar, justement, à l'époque où le film arrivait, où je cherchais quoi lire, tout le monde m'a dit, lire ça, c'est super accessible, et a priori, ça sert de base. Tu commences par là, puis tu lis tout le run de Millar, puis tu lis l'Ultimate Avengers de Millar, et après, bah, l'Ultimate FF, l'Ultimate X-Men, qui est nul à chier pour le coup, mais voilà, c'est aussi un boon de ma culture comics qui revient, tu vois, c'est pour nous qui n'avons pas la chance d'avoir 90 ans, qui n'étions pas là à l'époque de Marvel Comics 1 ou de Fantastic Four 1, c'est notre monde entier, entre guillemets, du début à la fin, quoi. Donc, moi, je trouve ça super cool, et honnêtement, c'est peut-être le mec qui écrit le mieux l'univers Ultimate. Ce serait quand même que je parlais des blagues de cul tout à l'heure, c'est à ça que je faisais référence. Quand vous lisez Ultimate FF, le deuxième passage de Mark Millar, Namor, c'est un puceau frustré. T'as des blagues de cul toutes les 2 cas. C'est vraiment, c'est vulgaire, quoi. C'est vraiment, et Jeff Lobb, Ultimates 3, ça commence par une sextape. Ultimatum, c'est vraiment genre la guêpe qui se fait bouffer le bide. Enfin, c'est vraiment vulgose. C'est vraiment, et pareil, les New Avengers. Je crois que je vais adorer. New Avengers, numéro 1, t'as Ella qui dit à Thor, je te laisse repartir sur Terre si tu me baises et que tu me fais un gosse. Littéralement. C'est littéralement, la casse que je t'ai envoyée. Ella qui porte un juste corps, en fait, qui ne soutient pas sa oui, enfin, elle est juste en string, et son haut, en fait, ne soutient pas sa poitrine. Voilà, c'est ça. Qui est masquée par ses cheveux. Exactement. Mais c'est-à-dire que techniquement, si elle s'attache les cheveux, elle se balade top place. Deux cases plus loin, t'as un personnage qui dit à Captain America, viens dans ma piole et on fait des galipettes. Et la fin du numéro, c'est Denver, c'est Stark au pieu. Enfin, c'est un numéro quand même. Enfin, tu te dis, mais au moins, il y avait du cul dans les comics. Le pucelage a repoussé sur Jeff Lobb à ce moment-là. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, mais c'est bien parce qu'on a c'est bien le cul. Non, mais en vrai. Non, mais oui, ça peut être bien le cul. Je dis pas le contraire. Mais là, c'était vraiment adolescent, quoi. C'était vraiment pour les gens comme toi. Oui. Mais moi, tu me vois le truc de ouf, là. Mais va lire. C'est vulgaire, c'est con, violent, gratos. C'était Frank Shaw, mec. Moi, je suis. C'était Frank Shaw qui a dessiné les Ultimates. Eh ben voilà. Mais juste après, donc, on a les Ultimate Comics Ultimates. Donc, complètement débile. Où, effectivement, Hickman est le premier à prendre vraiment cette continuité-là au sérieux. Parce que juste avant, il y a quand même un côté un peu sale gosse, défouloir. On va prendre la grandeur des comics Marvel de l'époque, on va la casser un peu, faire un truc un peu punk, un peu rock, un peu, on s'en fout, on peut tout détruire et tout. Mais en fait, il y avait vraiment que Bendis qui prenait ça au sérieux et qui a voulu faire un truc qui était grand. Parce que même quand vous arrivez dans les Ultimates de Mark Millar, comment s'appelle la copine de Hulk déjà? Betty Ross. Betty Ross, ouais. Où elle envoie vraiment chier Banner en mode genre, t'es un faible, t'es un gros naze. Et quand elle le voit en Hulk, limite, elle lui dit, vas-y, viens, on va faire l'amour, en fait. Et si tu peux te transformer en Hulk pendant, c'est bien. Tu vois, ça, c'est vraiment, ça, c'est l'écriture de Mark Millar à l'époque. C'est vraiment un mec qui écrivait,
avec sa tub, quoi. Et il a vraiment fallu attendre Jonathan Hickman pour avoir les trucs qui étaient un peu nobles, un peu longue durée, un peu longue visée. Parce qu'encore une fois, voilà, pareil, à part les Ultimates, Spider-Man, il y avait très peu de trucs qui regardaient dans le lointain. Les Ultimate FF, par exemple, c'était arc par arc. Il n'y avait pas une visée à long terme. Les Ultimate X-Men, c'est encore pire. Et les Ultimate Avengers de Millar, c'est pareil, c'était arc par arc. Il n'y avait pas un côté feuilleton, ligne de fuite, on sait où on va et tout. Donc bref, tout ça pour dire que, et toutes nos excuses, bien sûr, je suis pas en train de cracher dans la soupe, hein, comme on l'a dit. On a tous lu ces comics, on les a tous adorés. C'est pas que moi qui d'un coup me suis devenu prude. C'est juste qu'en les relisant effectivement avec des yeux d'adulte, on peut trouver ça un peu vulgose. Et effectivement, c'était le but, sûrement, hein, de voir ce côté un peu punk, un peu MTV. Mais aujourd'hui, voilà, on préfère quand même l'écriture d'un Hickman qui, justement, prend très au sérieux un univers, aime bien world builder, comme on dit. Et là, il va continuer à builder le world. Donc, pendant qu'Arnaud finit son sexto, moi, je vais du coup vous parler de rien du tout. C'est fini, ça y est. J'ai fini. Voilà. Donc, en tout cas, ça revient. Et quand même, pour moi, c'est l'une des plus grosses nouvelles de l'année. Bah voilà, c'est dit, c'est complètement Voilà. dit. Et sur cet enthousiasme, Corentin, moi je voudrais pas te couper là-dessus. On va passer à la partie série télé, du coup, quand même. Faisons un podcast thématique Ultimate, Arnaud. Oui. Les gens, dites-le dans les commentaires. Comme Oui. ça, Arnaud va lire des comics Ultimate, il va être J'en content. ai déjà lu Il quelques-uns. va hein, dire, quand même, ouais, hein. c'est trop bien, il y a du cul partout. Mais moi j'ai lu les bons, j'ai lu les trucs sympas, j'ai lu Ultimate Spider-Man, puis Miles Morales, quoi. Et Mais j'ai commencé. Ultimatum, ça peut te plaire, toi qui aimes bien le truc un peu gore et Oui, le certainement. snuff movie Bien et tout. sûr, Parce que oui, c'est bien vraiment sûr. du snuff chez Marvel. Hein. Mhm. Je te conseille. Oui. Voilà. Non, mais tu me l'as Ça se vendu, limite en hein. plus, Tu me l'as hein. vendu, tu m'as dit c'était violent et gratos. Moi, ça me va. Hein. Non, mais Deux sérieusement. faces d'une même pièce. Ouais, c'est ça. Allez, Corentin, partie télé. Il y a eu un trailer pour Essex County, tu l'as regardé? Ouais, bah oui. Et alors, ça donne quoi? Bah c'est sympa, ça a l'air bien produit pour une série du câble canadien. J'avoue, je connais très mal l'industrie de la télévision au Canada. Canada. Où donc pour rappel, Essex County qui parle un petit peu de la jeunesse de Jeff Lemire dans le comté de l'Ontario, une région du Canada où il a grandi, et avec des mécaniques familiales qui seraient peu ou prou calquées, inspirées, soit sur sa famille à lui, soit sur des gens qu'il a connus, rencontrés. Donc pour rappel, c'est quand même un casting qui est pas du tout inintéressant. Hein. On a Kevin Durant, le grand Kevin Durant qui a joué dans les séries Lost, qui a fait le film Cosmopolis de Cronenberg, qui était Petit Jean pour Ridley Scott à l'époque du reboot de Robin des Bois. On a aussi cet acteur dont je vais pas me souvenir le nom, qui a joué dans la série Sense8 et dans le film Matrix Reloaded, Revolutions, pardon, de Lana Wachowski. Donc voilà, enfin c'est un casting quand même assez solide de gens qui ont fait des grandes séries télé. Voilà, on a Molly Parker aussi qui a fait l'excellente série Deadwood sur HBO. Et pourtant, pour l'instant, ce n'est que au Canada. C'est-à-dire que la série n'a même pas été mise en ligne sur YouTube. Quand j'avais fait le trailer, moi, c'était juste parce que Jeff Lemire l'avait posté. On dirait vraiment que c'est le seul qui communique dessus. Alors depuis, ça a peut-être été fait, et il a promis qu'il y aurait une annonce de diffusion pour les États-Unis et pour le reste du monde. Donc patience, ça va arriver. Je ne pense pas que ça coûte cher, très honnêtement, parce que c'est pas une série de science-fiction, c'est pas une série fantastique, c'est une série sur la dynamique familiale d'une petite communauté dans une région paumée du Canada. Donc pour lui, c'est très important. Comme d'ailleurs, c'est que des Canadiens que je viens de vous dire. Les acteurs sont tous canadiens. L'auteur est canadien, ça se passe au Canada, dans sa vie de Canadien. C'est vraiment la série canadienne. Il manquera plus que ce qu'on peut trouver d'ailleurs très sincère et très authentique de la part de Jeff Lemire, qui a vraiment voulu faire une lettre d'amour. Le pareil, encore une fois, c'est suranné comme terme, mais... D'ailleurs, tu penses qu'il y a Terrence et Philippe dedans ou pas? Terrence et Philippe. Dis Terrence. Quoi? Est-ce que j'aurais pas un truc dans mon cul? Si vous n'avez pas connu South Park, je suis désolé pour ce qui vient de se passer. Donc ouais, c'est Canada. Blame Canada. C'est ça. C'est le Canada qui vient à la télé. Et donc oui, ça va arriver, ça a l'air bien. La photo est pas dégueu. Par contre, c'est pas une série pour les fans de comics au sens science-fiction, aventure, super pouvoir et tout. Là, c'est vraiment juste des drames, un drame humain, des dynamiques très humaines, très terre à terre. Et si vous adorez l'œuvre de Jeff Lemire, n'hésitez pas à attendre que ça sorte en français. J'allais dire, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à aller au Canada pour regarder la série. Ouais. Moi, j'ai une sœur au Québec, je pourrais peut-être y aller pour regarder la série. Et il ne plaisante pas, hein. C'est pas le tonton américain, il a vraiment sa sœur au J'ai Québec. vraiment une sœur au Québec, ouais. Voilà. Elle est mariée là-bas, avec un mec d'origine inuit. Qu'est-ce qu'il y
c'est pas. Non, c'est pas drôle. je mettais un peu d'aplomb sur le truc. Pourquoi Depuis quand c'est Mais pas... nous écoute pas, hein, donc on s'en fout. Oui, c'est vrai. Allez, Corentin, du côté de Netflix, qui récupère la série Dead Boy Detectives, qui n'a plus sa place dans la grille de programme HBO Max. Ouais. C'est fou. réservé aux productions de James Gunn et Peter Safran. Exactement. Et d'une manière générale, ça nous rappelle aussi que Warner Bros reste un partenaire privilégié de Netflix et pas que de Prime Video. Donc Tout à c'est fait. plutôt rassurant. Et que leur stratégie va de plus en plus, comme c'est, je pense qu'on va observer chez tous les pourvoyeurs de contenu en streaming, c'est d'arrêter en fait d'avoir des exclusivités à tout bout de champ pour leur propre programme et de se refaire de la thune en cédant des droits d'exploitation et de diffusion Exactement. à d'autres plateformes. Il nous faut un peu une Sega à l'époque de la Mega Drive. On avait les jeux Mega Drive sur d'autres plateformes comme comment s'appelle-t-elle déjà? La PC Engine GT. C'est bien ou pas bien, je sais pas. Enfin, c'est par l'anti-production, donc on verra ce que ça donne. Moi, c'est sympa les Dead Boy Detectives, non? En comics, c'est plutôt cool. Ah, c'est super bien les Dead Boy Detectives. T'as pas envie d'en parler, toi, en fait, là. Qui sont apparus dans une perche, mais ultra discrète. Qui sont apparus dans l'arc Season of Mists. Exactement. De Sandman 26, ouais. je crois. Dessiné par qui? 25, je sais plus. Je sais pas. Je crois que c'était Matt Wagner. Donc oui, Dead Boy Detectives, c'est deux jeunes gens qui qui sont morts et qui mènent des enquêtes sur Terre en échappant justement au regard de la déesse de la mort qui veut les emmener dans l'au-delà. Donc on a eu du Brubaker Talbot, on a eu du Jill Thompson, on a eu du Mark Buckingham, scénario, dessin. 3 super volumes. N'hésitez pas à les lire, les découvrir, c'est vraiment vraiment bien. Mais c'est que disponible en VO. Hein. Et c'est que disponible en VO, pardon. C'est que disponible en vélo. Si tu n'es pas en vélo, tu peux pas lire la BD, elle s'ouvre pas. Mais sinon ouais, c'est bien, enfin tant mieux. Mais Arnaud, parle-en, je fais beaucoup de monologues là. Mais non, mais c'est pour ça manque d'inspiration. Non, mais en fait, c'était pas ça, c'est que beaucoup se posent la question un petit peu de voir le rapprochement, même si c'est une série Berlanti et qui n'a pas du tout été pilotée pour voilà. Mais pour dire que dans le marketing, moi, je vois très bien Netflix, par contre, dire From the Mind of the Sandman Writer. Ah oui. Tu vois, dans le marketing, de faire un lien artificiel. Enfin, qui est pas artificiel parce que l'auteur est vraiment celui dont c'est venu du même univers, mais de tracer, du coup, de profiter du fait que Netflix, l'adaptation de Sandman soit aussi chez eux, pour dire que c'est un peu The Sandman Universe présente, limite, tu vois. Ouais, ce serait pas idiot. Mais après, ça posera la question quand même de la canonicité. Mais c'est pas canon. Est-ce que Neil Gaiman aurait envie de se mélanger avec... Sûrement. Non, pas du tout. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est artificiel. C'est ma question. C'est pour ça que je te dis que c'est artificiel. T'as probablement au niveau du marketing, mais de toute façon, je vois mal cette série durer très longtemps. Non, je pense qu'ils la sortent, ils la revendent. Ils la bifurquent. Ils la revendent à Netflix parce que d'un côté, ça leur fait de la thune et qu'en plus, comme dit, ils peuvent pas la mettre sur HBO Max par rapport à leur plan de DCU. En fait, et parce que de toute façon. Est-ce qu'on l'annule? Oh, Netflix, ils la veulent. Bon, allez, non, c'est pas parce qu'on l'annule. C'est là que par contre, le calcul, c'est plus intéressant de la passer à Netflix parce qu'il y a du bif plutôt que de l'annuler alors que tout a été tourné et que tout est peut-être déjà post-produit. Ouais, c'est ça. En fait, voilà. c'est juste pour éviter mais c'est peut-être parce que de l'argent déjà investi, quoi. C'est parce qu'ils ont passé la deadline pour avoir le retour sur les impôts. C'est peut-être ça, mais en vrai, on n'est plus sûr de rien. Hein. Après, honnêtement, je vois pas en quoi elle gênerait James Gunn au demeurant. Mais de la même façon que Mais c'est une question je trouverais intéressant qu'on fasse une putain de série sur Joanna Constantine en solo, en reprenant des arcs cultes. Sur John, tu vois, tant qu'à faire, que maintenant que Abrams n'a plus son contrat avec Bad Robot, avec Bad Robot, ouais. Enfin, non, mais Abrams, c'est toujours chez Bad Robot, mais le contrat pour les séries Justice League Dark. C'est fini. Même s'il y a Swamp Thing qui va au cinéma, donc a priori, c'est peu probable, mais si techniquement on considère que Joanna Constantine n'est pas le John Constantine et que les deux peuvent coexister harmonieusement et paisiblement, moi, je serais pas contre un petit univers de série Sandman à côté. Il y a plein de personnages, il y a plein de spin-offs de Sandman que tu peux faire en solitaire. Tu peux même faire justement la super série sur le Corinthien de James Tynion Ford en solo. Hein. D'ailleurs, en parlant de James Tynion Ford, c'est une bonne nouvelle pour une autre de une adaptation de ses comics, Something is Killing the Children. Je t'ai complètement senti faire le truc, mais c'est cool. Donc, qui est reprise chez Netflix. Alors, c'était Mike Flanagan qui devait s'en occuper à la base, donc le monsieur qui a fait notamment The Haunting of Hill House et pas mal d'autres séries d'autres séries d'horreur en fait et de films d'horreur aussi. Donc un bon gars, moi j'étais chaud à l'époque et puis en fait il est parti puisque visiblement la direction qu'il avait prise n'était pas celle que souhaitait Netflix. Alors reste à voir ce que c'est, mais en tout cas ils ont confié la série maintenant à 2 créateurs allemands qui sont Baran Bo-Odar et Jantje Friese, dont je doute d'ailleurs qu'ils soient complètement allemands mais qui ont l'air d'être un peu plus du nord. Tu peux le redire? Baran Bo-Odar et Jantje Friese.
T'as quand même un super accent allemand, Arnaud. T'as vu ça? C'est curieux. Hein. Mais je le dis plus à la Pour un suédoise en plus. Italien, Pour moi, c'est plus suédois ou nordique, je sais pas. Il y a quelque C'est chose les mecs de. qui ont fait Dark, c'est ça Hein? C'est les mecs qui ont fait Dark. Ouais, ils ont fait Dark et 1889 là, 1989. C'était bien Dark, non? Bah Dark apparemment c'est vachement bien. En tout cas, c'était un de leurs plus gros succès et c'est maintenant devenu un porte-parole en fait pour leur série qualitative. Vraiment. Et c'est pour ça qu'ils avaient commandé 1989, sauf qu'ils l'ont annulé au bout d'une saison parce que ça a peut-être pas aussi bien marché que Dark, je sais pas trop pourquoi. Mais c'est ça, c'est une production allemande de Netflix qui s'est répandue ensuite à l'international pour avoir vraiment une vraie renommée. Okay. Et donc là, bah, c'est eux qui vont reprendre Something is Killing the Children, donc qui s'intéressent à la ville d'Archer Peaks dans laquelle des enfants disparaissent. Il y a des gamins qui disent ouais c'est des monstres, sauf que les adultes ne les voient pas, et arrive dans cette bourgade une jeune fille, une adolescente avec un bandana qui s'appelle comment elle s'appelle de nouveau? Merde, Erika Slaughter, et donc il arrive pour faire le ménage et débarrasser la ville des monstres. Sauf qu'elle appartient à une organisation qui en fait a plus d'intérêt à ce que la vérité sur l'existence des monstres ne se répande pas plutôt qu'à vraiment sauver les gens. Donc des conflits aussi en interne. C'est donc une série qui est éditée en VF chez Urban Comics. C'est super, c'est très violent, enfin c'est vraiment un vrai récit d'horreur. Ça pose plein de questions sur la moralité de ces personnages et bah James en parlait dans un podcast que Corentin vous a doublé intégralement en VF, donc c'est à écouter dans nos Super Friends et on vous invite à lire cette série. Mais du coup moi je trouve que c'est plutôt cool de voir ces deux créateurs venir. En tout cas le projet est dans la main de personnes qui savent faire, parce que Dark ça parle aussi d'enfants qui disparaissent, donc peut-être que c'est pour ça qu'ils leur ont demandé. Par contre il y a quand même des plans, moi je dis que dans la BD il y a des plans avec des gamins qui sont coupés en deux en full frontal, donc j'espère que il y aura ça aussi et qu'on va pas encore nous faire une série d'horreur qui n'a plus d'éléments horrifiques. Hein? Tu veux des gamins en full frontal qui se font découper en deux en full frontal? Ah oui, d'accord. Ok. Mais non, mais ils sont super élevés. Non, mais en plus vu que les adultes ne les voient pas, les monstres pour eux en fait tu vois juste un gamin qui est suspendu dans les airs qui d'un coup se fait déchiqueter. Je pense que l'image elle peut être ouf quoi. Tu peux vraiment faire des plans de dingue avec ça. C'est sûr. J'ai pas lu Dark, donc voilà. je sais pas si c'était graphique. Non, je crois pas. Non, Dark c'était surtout que c'était très complexe, très un peu comme ça. Tu vois. T'as des lunettes, tu peux plus faire ça en fait. Hein. C'est vrai. T'es sérieux quand tu te fais. Si justement, justement. Très complexe. Ouais. C'est pour ça que j'ai arrêté les miennes. Très métaphysique. Non, mais n'ayant pas vu Dark et n'ayant toujours pas lu Something, je peux pas formuler un avis. Mais apparemment, enfin, en tout cas, c'est bien qu'il confie le projet à des gens qui, effectivement, sont déjà connus sur le marché de la série télé. Yes. Très bien. Donc, de toute façon, le problème avec les adaptations de séries télé, c'est que avant qu'elles voient le jour, il peut se passer des années. Eh oui. Corentin, est-ce que tu t'intéresses encore aux jeux vidéo ou toujours pas? Non. Donc, si je te parle du trailer de gameplay pour Suicide Squad Kills the Justice League, Bon, bah les couilles. tu t'en bats les couilles. Bon, on va passer. Mais c'est assumé, hein. Mais Arnaud, vas-y, t'as un avis dessus. Non, mais ça a l'air nul. Voilà. Ça a l'air horrible. Alors pourquoi? Parce que la DA elle est moche. Ouais, mais ça on le savait. Oui, non. Je t'ai dit, c'est rarement des DA. Oui, la DA. Non, là, moi j'aime bien. Non, attends, les jeux Batman Arkham sont magnifiques. La DA des Arkham, elle est cool. Non, oui. on peut avoir des reproches sur le costume de Batman. Non, mais on peut reprocher la façon dont les développeurs ont animé les personnages féminins, les popotins des personnages féminins, effectivement. Ou même leur amplitude pulmonaire universelle. Qui leur empêche d'avoir tous les boutons de la chemise accrochés. Effectivement. Ça ne te dérange pas, toi? Bah non, je te dis, tant que c'est gratuit. Moi, je suis bon client. Tu sais, mais ils peuvent mettre Batman tout nu aussi, ça me va très bien. Oui, je sais. Voilà. Batman Damned, le jeu vidéo. C'est ça, où tu dois. Avec la Batcave. J'allais dire, tu dois. Ouais, non, au secours. Pitié. Voilà, je ne vais pas rien au bout de dire. ta phrase. Donc, alors, c'est pas beau. Non, il y a un truc qui me plaît pas. Je comprends pas pourquoi Tara Strong, qui pourtant a déjà doublé Harley Quinn, a une voix horrible dedans. Elle lui fait une voix de Harley Quinn horrible. Mais après, vraiment d'un point de vue purement, moi j'aime bien l'histoire me faisait marrer dans le concept de c'est la Suicide Squad, mais qui doit aller buter la Justice League parce qu'elle est contrôlée par Brainiac. Après, c'est juste que dans ce qu'on voit dans le gameplay. Donc c'est vraiment du jeu on savait aussi déjà que c'était du jeu en coop, mais en fait les quatre personnages, il y a pas l'air d'avoir grand chose qui les distingue parce qu'ils sont tous capables de voler et de s'accrocher avec un gameplay qui certes joue beaucoup sur la verticalité de ces maps. Donc dans Metropolis, a priori il y aura aussi Gotham City, j'ai l'impression. En tout cas sinon c'est Metropolis mais qui est hyper grande.
Donc, mais c'est ça, c'est qu'en termes de gameplay, ça a l'air d'être... en fait, Marvel's Avengers et Gotham Knights sont passés par là, et du coup, par rapport à la formule jeu-service, par rapport au fait que c'est du coop à 4 avec ces éléments de loot aussi, de gear, de pièces assemblées et tout ça pour customiser tes personnages, vraiment, c'est le syndrome Marvel's Avengers qui fait que... et des jeux services de façon générale, de Fortnite, de Apex, de tous ces trucs-là, Overwatch. qui fait que c'est que ça donne absolument pas. Enfin, pour moi, Rocksteady, c'était le jeu solo Mais oui, ultra bien branlé, avec du contenu, avec ça se une passe histoire. En plus, avec une histoire. En plus, ça se passe. Alors peut-être que l'histoire sera sympa à suivre, hein, mais t'as aussi le fait qu'ils C'est disent sûr, que T'y crois même pas quand tu dis ça. que le jeu. Ça se voit, Arnaud. C'est vrai. T'y crois pas. Si, j'ai mis des lunettes exprès pour ça, pour faire genre, j'étais sérieux. Mais ouais, non, ça vraiment, ça, impossible de me dire en regardant le truc, en me disant waouh, ce truc a pas l'air de dater d'il y a 5 ans et j'ai pas envie d'y jouer, quoi. Bah moi justement, j'aurais trouvé un intérêt à faire un autre jeu solo sur un autre personnage que Batman, et n'étant pas du coup fan des jeux d'arène, des jeux de coop comme ça en baston et tout, non. Mais Après, tu peux faire, c'est une question de goût, peut-être qu'il y a des gens qui sont fans de ce jeu-là qui voient des mais tu pourras faire le jeu. Mais après, de ce genre de jeu-là, je veux dire. Moi, je vais le faire en solo parce que tu peux le faire intégralement en solo en switchant les personnages, ce qui te permettra sûrement de faire des trucs sympas. Et j'ai déjà fait des jeux un peu dans ce genre-là. Mais c'est juste que c'est qu'est-ce qui distingue ces personnages. Je veux dire, c'est exactement comme Gotham. En fait, ça mélange un truc de Avengers avec ce côté les missions, les pièces d'équipement et tout ça que t'avais aussi en plus dans Gotham Knights. Mais le côté, les 4 personnages sont différents, mais en fait, ils ont les mêmes mouvements quasiment tous. Pour moi, c'est parce que Gotham Knights, au final, les 4 personnages, tu t'amusais pas en fait à expérimenter les différents types de gameplay. Enfin, moi, je me suis pas du tout amusé. Vraiment, il y avait pas de différence. Il y avait pas, c'était même là-dessus, Rocksteady savait le faire avec dans les Arkham, quand tu avais les maps de défis avec les différents personnages. Je trouve que tu avais quand même des intérêts à utiliser Tim Drake, Nightwing, Catwoman ou Batman. Je trouvais que tu pouvais vraiment t'amuser un peu avec chacun d'eux. Là, je me dis vraiment, mais entre l'autre Deadshot et ses jetpacks et King Shark et ses nageoires magiques qui lui permettent de voler, du coup non, enfin pourquoi, tu vois? Je sais pas. Moi, j'attends le 3e Batman de Telltale Games. Bah, je sais pas si ça arrivera tout de suite. Non, ça arrivera jamais, je pense. Eux, ils sont en train de décaler The Wolf Among Us 2. C'est pas pour rien. C'est moi, justement, je sais que c'est un peu bizarre, mais les jeux d'action comme ça, moi, j'aime bien les histoires. Et là, non. Non, mais voilà. Mais je pense que vu que moi, j'ai passé du temps sur Avengers et sur Gotham Knights, forcément, je pars avec un a priori négatif là-dessus, alors que je suis pas forcément pas client de ce genre de jeu à la base. Mais on verra bien, ça sort en mai. Et bah, on espère pouvoir... enfin, je testerai quand même de toute façon. Il faudra bien faire le taf. Corentin, partie cinéma pour conclure ce podcast. 2 actualités. Le nouveau Hellboy a déjà un visage. Oui, ce sera l'acteur Jack Kesey, ou Kesey, je ne sais pas comment on dit, mais il y a un Y, donc c'est moins Kesey. Un acteur de petite renommée, sans être injurieux envers ce monsieur. Mais c'est vrai qu'après, Ron Perlman, qui avait déjà fait la cité des enfants perdus, qui avait déjà fait le film avec... Oh là là, il est fatigué, Quentin. Arnaud, aide-moi. Le nom de la rose. Le nom de la Umberto Eco? Ouais, non, mais il y a un film, tu sais. Oui, de Jean-Jacques Hano. C'est ça, avec Sean Connery. Merci, Sean Connery, exactement. Donc, où il avait déjà joué dedans. Puis c'était déjà une vedette, en fait, à l'époque. Il avait fait Alien 4 aussi avec Jeunet. Donc, bref. Ron Perlman était déjà une rosta, était déjà plus âgé, d'ailleurs, aussi, quand il avait quand même il avait quand même 54 ans quand il a pris le rôle de Hellboy. Ah ouais. Il est vieux maintenant, Ron Perlman. Et après, David Harbour, qui pareil, avait déjà une carrière, il avait déjà fait pas mal de second rôles par-ci par-là, il avait fait évidemment la série Stranger Things. Et donc, c'était assez... bankable. C'était des films qui étaient articulés autour d'une vedette. Alors que là, Jack Kesey, à l'inverse, il a fait pas mal de films, hein, évidemment, mais alors, ça a rarement été... oui. Ouais, juste pour préciser que c'était pas une vedette, le bateau, hein, mais bien une vedette, une star, parce qu'un film autour d'un bateau, alors que c'est Hellboy, ça n'a absolument aucun sens, évidemment. Je te laisse continuer, pardon. Je pouvais pas ne pas la faire. Mais si, tu pouvais pas la faire. Tu pouvais carrément ne pas la faire. Mais non, là, je vais même te dire, tu pouvais même ne jamais la faire. Elle a été excellente. De ta vie, celle-là. Elle était tellement bien. Donc, il a fait des films, effectivement, il avait un rôle dans le Death Wish de Eli Roth. Il a fait 12 Strong, Arnaud dit que c'est bien. Il a fait 12 Strong, il a fait Blood Brother, il a fait un truc, je sais plus comment ça s'appelait, Citadel quelque chose avec Orlando Bloom. Donc, c'est en fait un second rôle, ou un rôle principal, de petites productions un peu fauchées, de cinéma d'action, de cinéma de genre, de cinéma d'horreur. Et ça a rarement été un mec qui était au sommet de l'affiche. Donc,
Donc il y a personne qui a fait ah ouais trop bien, je l'adore, il est trop cool. Exactement. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Exactement. Et il est plus jeune, parce que donc Arbor avait 45 ans quand il avait pris le rôle de Hellboy et Ron Perlman en avait 54. Là, lui, il en a 36. Et a priori, ils vont tourner direct, donc il n'aura pas pris 3-4 ans d'ici le tournage. Donc c'est un jeune Hellboy, ça correspond à ce que Brian Taylor avait dit, qu'il voulait repartir un peu à la racine, avec un Hellboy débutant dans les années 50, donc peu de temps après son apparition sur la Terre. À l'époque où il est encore au service du BPRD, c'est les fameuses histoires Hellboy and the BPRD 54, 55, 56, etc. Dans l'histoire de Crooked Man, donc adaptée du scénario de Mike Mignola et Christopher Golden, qui ont réécrit l'histoire du Crooked Man. Et d'ailleurs, Brian Taylor, en fait, voulait même faire un truc encore plus fidèle que ce que Mignola et Golden lui ont proposé. C'est en fait, Mignola a dû essayer de se dire qu'il voulait quand même que ce soit cinématographique, donc a réécrit son histoire. Et Taylor lui a dit, bah c'est bien, mais moi, si tu veux, en fait, j'étais même parti sur l'idée qu'on allait prendre le comics et faire du case par case, quoi. Ce qui, moi, me rassure. C'est pour ça que là, évidemment, on n'est pas hypé par Casey, parce qu'on ne le connaît pas. C'est un quasi inconnu. Ah, je valide totalement. Hein. Merci. Mais c'est le fait que justement ce soit pas une vedette et que donc ce sera pas un film véhicule pour une vedette. Rappelez-vous du Green Hornet de Michel Gondry, où justement le fait que Seth Rogen soit une vedette a fait qu'il a pu imposer ses idées à le bateau, pardon. Qu'il a pu imposer ses idées à Michel Gondry, et qu'au final la version qui avait été privilégiée par Gondry, qui n'était pas une comédie, a été complètement réécrite par la Resta. Et même le film de Neil Marshall, comme on prend Arbor, qui a un visage connu, on se dit qu'on va pouvoir ramener le grand public dans les salles, en pleine bourre de Stranger Things en plus à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un Marvel Studio violent, on fait un film avec un héros qui en fait a un grand enfant de 35 ans, qui ne décolle pas du canapé, des pizzas, qui fait des blagues, qui est con, qui n'a aucun sens des responsabilités, et qui va faire un voyage initiatique pour comprendre ce que c'est qu'être un héros. Marvel Studio, avec juste du sang, et un personnage encore plus con que Aquaman et Star-Lord réunis. Qu'est-ce qu'il y a? Fais ta blague. Rien, non, je viens de me rappeler que c'est vrai que ce film était très con. Hein. Ouais, il était très con. Moi, j'arrive pas à être méchant avec parce que j'aime le gore et que je lui pardonne pour ça. Mais c'est vrai qu'il est con. C'est un nanar, quoi. Ouais, c'est un vrai nanar, mais comme Millennium sait les faire. Mais donc là, le fait que donc c'est un petit acteur, donc un plus petit budget a priori, parce que Millennium va pas mettre beaucoup d'argent pour un film qui n'a pas une vedette pour le défendre. Et comme on l'a vu avec Joker, comme on l'a vu avec d'autres films comme ça veut généralement dire que le studio va pas être derrière à lui dire justement mets du lol, mets du sang, mets de la gerbe, etc. Parce que c'est comme ça qu'on attire les adolescents en salle. Donc au final, c'est peut-être une bonne nouvelle. Putain, imagine, ils le font vraiment en mode à la Joker, tu sais, on part sur un petit truc, 50 millions de dollars, et vas-y, ils vont faire un... après, le Hellboy de Marshall, c'était 50 millions de dollars déjà. Ouais, mais pour à la Joker, c'est pour ça que c'est là justement quand on dit du mal de Joker. Les gars, non, réussir à faire ça avec 50 millions, c'est quand même une prouesse. Donc, moi, limite moins, hein. Même 30 millions, tu vois, je veux dire. Allez, 200 000. Non, mais Guillermo del Toro a fait La Forme de l'eau pour 30 millions de dollars, et c'est un film qui est très proche de l'écriture Mignola. Enfin, en tout cas, c'est quasiment un c'est un spin-off film avec sur Sapiens. Sapiens, ouais. Et puis, même 200 000 dollars. Allez, El Mariachi, 7 000 dollars pour le tourner, bam. Non, mais tu vois, enfin, effectivement, l'argent est l'ennemi du risque. Parce que quand tu mets un gros investissement, tu veux un retour sur investissement. C'est logique. Alors que là, même s'ils font un plus petit budget, peut-être qu'ils pourront faire une meilleure promo. Par exemple, faire plus de publicité, que ça pourrait faire un film au bouche à oreille, s'il est vraiment fidèle, et si à ce côté, horreur elevated, putain, ouais. ou atmosphérique, comme on dit maintenant, ça pourrait peut-être parler aux fans d'Hereditary, parce que l'écriture Mignola, enfin, gros fandom, hein, ça. ils sont sonores, en tout cas. C'est vrai. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et le bouche à oreille existe exactement. Chez eux, donc peut-être que ça pourrait être ce genre de truc-là que vise Millennium. Encore une fois, c'est compliqué de leur faire confiance. C'est pas une boîte qui fait des bons films, hein, en général. Mais moi, en écoutant les discours de Brian Taylor, j'avoue que je suis un peu motivé, quoi. Ouais, mais ça, c'est cool. Donc, on verra bien. Yes. Et pour terminer, une triste nouvelle, c'est que le film Gorillaz n'aura pas lieu. Ouais, il y avait une autre news après. Ouais, mais je l'ai fait sauter parce que je me suis dit qu'en fait, on n'en a rien, quoi. C'est que des bruits de couloir et qu'en fait, on n'a pas forcément vocation à commenter des trucs complètement invérifiables non plus, quoi. Mais... moi, j'aurais bien aimé en parler. Tu veux parler? Si tu veux, je te laisse en parler 5 minutes. Sur une mauvaise note. Allez. Non, mais juste Gorillaz, oui, donc, ou Gorillaz, comme il faudrait dire apparemment. Ça fait très longtemps qu'ils voulaient faire le film, alors on en parle parce que ce n'est pas évidemment Jamie Hewlett, voilà, qui n'est pas une œuvre basée sur un comics, mais qui est une œuvre qui a été créée par un dessinateur de comics, Jamie Hewlett, donc le père de Tank Girl, qui a fait les comics Haircut, qui a fait des passages dans la Doom Patrol. Un ancien grand nom de la scène un peu punk et musicale britannique,
qui après est devenu le meilleur pote de Damon Albarn. Ils ont habité ensemble, ils ont fait le projet Gorillaz, qui était un projet ironique pour se foutre de la gueule de la génération MTV, avec des morceaux qui voulaient rien dire et qui étaient merveilleux justement dans leur non-sens et leur assemblage un peu difforme. C'est devenu l'un des plus gros projets musicaux de ces 20 dernières années, et évidemment il y a un univers graphique et coloré et visuel qui a été développé autour pour graphique et visuel, tiens pourquoi je dis ça en même temps, pour les clips. Et donc il y a évidemment l'idée de faire un film Gorillaz, un peu comme Interstellar 5555, du regretté Leiji Matsumoto, voilà, aurait été une très bonne idée qui leur court dans la tête depuis longtemps. Netflix était chaud, et donc on en avait parlé à l'époque, ils avaient mis des ronds pour faire le film. Et puis depuis, ça participe d'un truc dont on vous parle assez régulièrement, qui est la crise du marché du streaming. Netflix est en train de backtracker sur énormément de projets, d'annuler beaucoup de choses, de réduire les budgets de production, de réduire les exclusivités. Et le film Gorillaz a été pris dans cette tourmente. Le producteur qui avait signé ça chez Netflix, devant a priori le reflux des achats, s'est barré. Donc plus personne ne veut faire le film Gorillaz chez Netflix, et Damon Albarn a dit non mais c'est mort, voilà, ça n'arrivera pas. Donc triste nouvelle, Netflix, vous êtes des abrutis, parce que là franchement c'était de l'argent facile à faire, surtout s'ils auraient pu être à la coprod d'un album qui aurait été soundtrack ou quoi, tu vois, enfin je vois pas en quoi c'est une marque qui existe depuis plus de 20 ans, tu vois, c'est Gorillaz, tout le monde aime bien, ou tout le monde connaît à minima un morceau ou deux. Un film d'animation avec que des morceaux originaux comme Interstellar, un peu ce qu'ils avaient fait avec Kid Cudi, tu vois, Intergalactique. Super idée, super projet, super film, bouche à oreille, machin et tout, super bande son. Je vois pas en quoi c'était risqué, mais bref, peu importe, ça n'arrivera pas, et Netflix est vraiment en train de prendre l'eau. Ouais, ils se font dessus là. Prendre l'eau. Oui, prendre l'eau, prendre l'eau. Je prépare tout ça, moi. Et puisque tu es dans la sémantique aquatique, Corentin, pourquoi ne parlerions-nous pas un petit peu des bruits de couloir autour de Aquaman and the Lost Kingdom, qui apparemment aurait reçu des retours de projection test calamiteux. Alors pourquoi on en parle? D'habitude, moi, je n'y accorde jamais d'attention, mais là, ça a été relayé par plusieurs médias différents, notamment Jeff Snyder. SNEI, donc rien à voir avec Scott ou Zach, mais qui sur les derniers trucs qu'on a relayés en fait a vu juste. Il était chez Collider, il est quand même relativement fiable, et donc de ce qu'il parle, et en même temps on n'a pas envie de ne pas y croire, parce que vu la gueule du premier film, c'est pas non plus une grande surprise, donc que les retours de test seraient catastrophiques. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que la formulation, c'était du genre faut vraiment qu'il rebosse le truc à fond, parce que il s'est passé des choses dans ses projections qui n'arrivent jamais avec ces films. On vomit. Je sais pas, non, mais je sais pas, ça veut dire en termes des retours, non, je pense que c'est pas ça, mais genre en termes de femme se transformer en chouette, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Le film et en même temps maintenant, et plus tu y réfléchis, plus tu vois que c'est un film qui a été aussi pris dans le bourbier Covid, rachat de AT&T, puis de Warner Bros Discovery, avec les trucs de Amber Heard aussi. Il y a tellement ça, je me demande si ça joue. Je pense, c'est sûr. T'as vu le documentaire de France Télévisions là? Encore, non. Il est incroyable, terrifiant, mais incroyable, quoi. J'avais vraiment envie de me tenir éloigné de cette affaire que j'ai volontairement esquivé pour des questions de perte de foi en l'humanité. Mais allez-y, défendez des alcoolos violents, y a pas de souci. Non, mais on dira mieux demain. Oui, c'est pas, mais de toute façon, c'est bref, pas ça. Pardon. Donc oui. Je pense que ça a dû jouer quand même. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, tu dis le nom de Amber Heard sur Twitter, t'as 4 personnes qui arrivent, même des comptes bots qui arrivent pour te dire non, il avait raison et tout. À mon avis, et on sait, il y a eu la pétition et tout. C'est un débat qui a passionné et qui a enflammé les États-Unis. C'est la nouvelle affaire Dreyfus. Ça a même des conséquences sociales réelles, tu vois, par rapport au procès de Evan Rachel Wood et Marilyn Manson, par rapport au fait que de nombreuses femmes qui pensaient aller porter plainte pour violence conjugale se sont rétractées. Donc moi je me demande si vraiment en fait ce truc-là a pas eu un impact. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 6 mois, quand ils ont fait des premières projections test avant les reshoots, ou en tout cas les extensions, le film était accueilli comme un truc pas si désagréable que ça. Donc ça veut dire quand même que Warner a volontairement tranché des trucs ou shifté des machins, qui fait que le film est devenu regardable, en tout cas que peut-être le public est devenu plus difficile. Et là honnêtement je ne comprends pas, parce que effectivement le premier c'est pas un grand film, c'est plutôt un nanar généreux on va dire. Mais il est pas plus insultant pour le cerveau que Shazam 1 ou que Wonder Woman 2. Ouais, alors que Wonder Woman 2, non, effectivement. Mais non, mais le 1, c'est pas une honte, gros, c'est un nanar. Moi, j'avais envie de sortir de ça, là, je me rappelle. Après, je réécoute le podcast qu'on avait fait à l'époque. Moi, je suis très vénère sur ce film. Je crois que j'étais un des rares qui l'avait un peu défendu. Ouais. Moi, je l'aime vraiment pas. Mais... en tout cas, il était au moins visuellement. Attends, il a fait un milliard. Non, par contre, il a une photo.
et il a des plans qui sont plutôt jolis. Il a fait 1 milliard. Si c'était Oui. vraiment un truc qui avait agacé la Terre entière, tu vois. Ah non, non, je dis pas que ça a agacé la. Non, mais dans ce cas-là, Venom a fait 800 millions, frère. Oui, mais c'est ça que je te dis. C'est les projections de test, pardon, c'est pas des journalistes, c'est pas des experts du cinéma, donc c'est assez étonnant quand même que d'un coup le public se réveille et s'aperçoive que les films de super-héros c'est de la merde, au point de ne pas aller voir Ant-Man and the Wasp: Quantumania, au point de faire des forecasts, enfin des prévisions ridicules sur Shazam 2. T'as vu ça aussi, c'est incroyable, a priori ça va faire un démarrage ridicule. Et là, en fait, la question qu'on se pose tous, c'est à quoi bon en fait Non, Aquaman. À quoi bon en fait aller voir les films d'essai cette année, effectivement, parce que déjà ils n'auront pas d'utilité conséquente posthume entre guillemets. A priori. Le fait est aussi que ça, évidemment, c'est pas un critère pour juger du cinéma, mais quand les films sont mauvais et qu'on a l'habitude qu'ils soient mauvais, mais qu'on les supporte dans l'espoir qu'un jour il y en a un qui soit bon, et que quand on puisse aller voir celui qui est bon en ayant tout compris de ceux d'avant, bah là c'est même pas la peine. Shazam 2, a priori, je ne pense vraiment pas que ce sera un bon film, pas plus que Black Adam n'en était un. Flashpoint, plus je vois des images sur ce film, plus j'ai des PTSD de quand j'avais acheté une PS2 à mes 14 ans. Voilà, donc très honnêtement, non. En fait, moi, si tu veux, j'ai envie de croire que c'est vrai. J'ai envie de croire que c'est vraiment le film est affreux. J'ai envie de croire que Warner, en fait, la gestion terrifiante de ces dernières années, de tout ce qui a été en fait l'univers DC depuis 10 ans, parce que ça fait 10 ans maintenant. Depuis le moment où on a dit à David Ayer, mais des blagues. Le mec qui est pas marrant, hein, le mec qui fait des polars en fait au départ. On lui a dit, mais des blagues. Snyder, on lui a dit, mais des blagues. Pareil, c'est pas un mec qui respire le comique et le gag. Ok. Voilà. Après, on lui a dit, ta fille, elle est morte, bah, casse-toi, et on te vire, et on prend un mec qui va faire un film moins bien que toi avec les plans que t'as déjà tournés. Et puis tout ce qui vient après, Wonder Woman 2. Ben, lâche cette flasque. Allez, viens tourner, Voilà. tourner, s'il te plaît. Ben Affleck qui veut absolument s'enfuir du truc et tout. Enfin bref, tout ce qu'on sait, je pense qu'Aquaman 2, qui donc est le dernier film de cette période-là, qui tombera en fin d'année, j'ai vraiment envie de croire que ce sera en fait pas Flashpoint, mais lui, la vraie point final, où on se dira, ça y est, on est libre, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Jeff Gunn, maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, et donc, s'il est mauvais, ce sera, à mon avis, quelque part, pas si, ça sera récompensant s'il est mauvais. Tu vois, on saura que on n'a rien perdu. Alors que s'il est bon, on se dira merde, ce serait bien d'avoir. Ouais, mais le problème, c'est que si ça se vote, si tout se vote cette année, ça va être quand même, enfin, va falloir avoir les reins solides pour dire après, ouais, ben, dans 2 ans, on relance tout avec, mais vous allez voir, c'est James Gunn, donc ça va être bien quand même. Bah, peut-être qu'il faut que le système s'écroule pour remonter, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être un mal pour un bien, mais, comme Marvel Studios, genre, si tous leurs films s'effondrent cette année, peut-être qu'ils vont se dire, mais en fait, faut qu'on arrête de prendre les gens pour des débilos, en fait. C'est ça qu'on n'avait pas compris. Parce que t'as vu, il y a Sophie qui a sorti un papier intéressant aussi. Ouais, bien sûr. Je l'ai pas encore lu, mais. Bah, c'est beaucoup de choses que t'as déjà relayées, mais avec quand même, en plus, ils ont pu approcher des gens directement, quoi. Donc c'est super. Ça commence à sortir, tu vois, quelque part. Et là, je pense que vraiment, en fait, on ne fait plus de cadeaux à ce genre de production parce que elles n'ont rien apporté de positif. C'est comme avec le crunch dans les boîtes de jeux vidéo, tu vois, il y a une prise de conscience quand même médiatique et du public qui fait que ça va de moins en moins passer, peut-être. Oui, mais tu vois, quand on parle de crunch, tout le monde va dire, mais Rockstar. Ils font du crunch et ils sortent GTA 5 et c'est le plus grand jeu de tous les temps. Et ouais, mais ils vont se calmer. Alors que eux, ils font du crunch et ils te sortent un Quantumania et Aquaman. Donc tu dis, bah ouais, mais là, ça vaut pas le coup. Les pauvres. Et en plus, c'est pas juste parce que les films font de l'argent. Alors là, s'ils arrêtent d'en faire, tout le monde sera content, à mon avis. Ouais, très bien. Bon, bah en tout cas, on va s'arrêter là-dessus pour ce podcast, presque 2 heures, hein, c'est la durée standard du front page, et on espère que ça vous a plu. On vous rappelle que si c'est le cas, vous pouvez nous soutenir avec vos partages sur les réseaux sociaux, en laissant des petits commentaires sur notre site internet et en nous soutenant également sur notre page Tipeee qui est ouverte H24 et sans laquelle nous ne pouvons voir l'avenir avec une certaine sérénité, et nous en profitons d'ailleurs pour remercier les nouveaux venus de ce mois-ci, puisque notamment tes lunettes. Tes lunettes. Exactement. Font partie des nouveaux venus. Oui, mais on a Satshaft, Dionacrine et Fabien qui nous ont soutenus ces derniers jours. Merci beaucoup à vous de votre soutien, ça fait très plaisir, et merci aux 133 personnes qui continuent l'aventure avec nous. On se dit à très bientôt pour les prochains podcasts. Salut.